Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. La pluie tombait en une cadence rythmée contre la vitre de la fenêtre, tandis que Clara Vinton se tenait, immobile, devant le petit hôtel qu'elle avait créé. Une unique photographie encadrée, le visage souriant de son mari, capturé dans une lumière solaire éclatante, reposait sous une bougie vacillante. 2 jours. Leur mariage n'avait duré que 2 jours avant que le destin ne le lui ait cruellement ravi, la laissant seule dans un monde qui lui avait déjà pris tout ce qu'elle aimait. Les doigts tremblants de Clara tracèrent le bord du cadre en argent, son alliance captant la lueur de la bougie. À 26 ans, elle était veuve. Le mot semblait étranger sur sa langue, amer et immérité. Elle n'avait été une épouse que pendant 48 heures avant de devenir ceci. Cette coquille vide de femme, drapée de noir, recevant les condoléances d'étrangers qui chuchotaient dans son dos à propos de la tragédie. « Quelle est mon erreur » murmura-t-elle à la photographie, sa voix se brisant. « Pourquoi m'as-tu laissé seule ici ?» La beauté qui avait autrefois été sa fierté lui semblait maintenant une malédiction. Avec une peau de la couleur du cuivre bruni et des yeux si sombres qu'ils reflétaient comme des bassins de minuit, Clara avait toujours attiré l'attention. Son défunt mari disait souvent que sa beauté était d'un autre monde, comme quelque chose que le ciel avait égaré sur terre. Maintenant, cette même beauté ne faisait qu'intensifier la tragédie que les gens voyaient en la regardant, la sublime jeune veuve, trop belle pour être laissée seule. Dehors, la petite ville de Cresthaven continuait son rythme ordinaire, indifférente à son chagrin privé. Clara n'avait plus de famille pour la réconforter. Ses parents étaient morts quand elle n'avait que 7 ans, la laissant aux soins de sa tante Béatrice, qui l'avait élevée avec un amour sévère mais sincère. Puis Béatrice avait succombé à un cancer juste 3 mois avant le mariage de Clara, la laissant véritablement seule, à l'exception de l'homme qui avait promis d'être sa famille pour toujours. Maintenant, lui aussi était parti. La modeste maison semblait caverneuse autour d'elle. Elle avait été destinée au rire de leurs futurs enfants, au dîner du dimanche, à vieillir ensemble. Au lieu de cela, elle résonnait d'absence. Après les funérailles, lorsque la dernière voisine porteuse de gratin fut partie avec des yeux pleins de pitié, Clara s'était effondrée devant cet hôtel et n'avait pas bougé pendant des heures. L'argent qu'ils avaient économisé durerait peut-être 3 mois. L'assurance vie de son mari était contestée, une subtilité technique concernant la demande. Sa famille, qui ne l'avait jamais approuvée, avait disparu immédiatement après l'enterrement, emportant avec elle toute obligation qu'elle aurait pu ressentir. « Que suis-je censé faire maintenant » murmura Clara, son front pressé contre le verre froid de sa photographie. La réponse ne vint pas en mots, mais en un souvenir. Il faisait du bénévolat dans une soupe populaire locale le jour où il l'avait demandé en mariage. « Tes mains ont été faites pour élever les autres », lui avait-il dit. « C'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi. » Clara releva lentement la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. Peut-être y avait-il encore un but. 3 semaines plus tard, Clara se tenait dans sa cuisine, remuant une énorme marmite de soupe de légumes. La table qui avait douloureusement accueilli une seule personne était maintenant bordée de pain qu'elle avait cuit avant l'aube. Les meubles de son salon avaient été réarrangés pour faire de la place aux hommes qui viendraient. Les sans-abri, les affamés, les oubliés. « C'est pour toi » murmura-t-elle, imaginant le sourire approbateur de son mari. « C'est comme ça que je te garde avec moi. » Le premier coup à la porte retentit précisément à midi. Clara lissa sa simple robe bleue, noua son tablier plus fermement et ouvrit la porte avec un doux sourire. « Bienvenue » dit-elle à l'homme au visage buriné sur son porche. « Entrez, s'il vous plaît, pour vous abriter du froid. » Le soir, elle avait nourri 17 hommes. Certains étaient clairement sans abri, leurs biens transportés dans des sacs à dos usés. D'autres étaient simplement en proie à la malchance, des ouvriers d'usine licenciés, des vétérans luttant pour leur réinsertion. Clara parlait peu, mais elle les servait avec dignité, s'assurant que chacun se resservait s'il le voulait, et renvoyant les plus robustes avec du pain supplémentaire enveloppé dans un tissu propre. Alors que le dernier homme partait en hochant la tête en signe de remerciement, Clara ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis les funérailles, un but. La douleur demeurait, creusant un vide sous ses côtes, là où le bonheur avait autrefois vécu. Mais à ses côtés, il y avait maintenant autre chose, quelque chose comme la paix. Elle lavait la dernière marmite quand on frappa. S'essuyant les mains, Clara ouvrit la porte pour trouver Madame Hargrove, la gardienne autoproclamée de la morale de la ville, debout sur son porche, les lèvres pincées. « Clara »
dit la femme plus âgée sans attendre d'invitation avant d'entrer. Je suis venue par sollicitude. Par sollicitude, répéta Clara. J'ai entendu parler de vos visiteurs aujourd'hui, dit Madame Hargrove, son regard balayant la cuisine, s'attardant sur les bols vides. Jeune femme, vous devez penser aux apparences. Une belle veuve vivant seule, recevant des hommes. Je nourrissais ceux qui sont dans le besoin, dit calmement Clara, sa colonne vertébrale se redressant. Mon mari et moi étions bénévoles au refuge du centre-ville. C'est ainsi que j'honore sa mémoire. L'expression de Madame Hargrove s'adoucit pour devenir quelque chose de pire que la désapprobation, la pitié. Ma chère, les intentions importent peu quand la réputation est en jeu. C'est une petite ville. Les rumeurs se propagent. Merci pour votre sollicitude, dit fermement Clara en se dirigeant vers la porte, mais je sais ce que je fais. Après le départ de la femme, Clara s'appuya contre la porte fermée, le cœur battant. Était-elle naïve? Devrait-elle se soucier de ce que les autres pensaient? Elle retourna à son hôtel et s'agenouilla devant lui. Je n'arrêterai pas, promit-elle à la photographie. Cela me donne une raison de me lever chaque matin. Ils peuvent parler. Les mots ne peuvent pas me blesser plus que je ne l'ai déjà été. Mais les mots, Clara le découvrit au cours des semaines suivantes, portaient leur propre poison. Cela commença par des salutations altérées à l'épicerie. Les femmes qui lui avaient auparavant offert leurs condoléances détournaient maintenant le regard ou chuchotaient derrière leurs mains. Les hommes la regardaient différemment, certains avec des regards nouvellement scrutateurs, d'autres avec un mépris non dissimulé. La charité, renifla bruyamment une femme au passage de Clara. C'est comme ça qu'elle appelle ça. À l'église, le banc autour d'elle restait vide malgré le service bondé. Le pasteur parla de jugement et de pardon en la fixant directement. Clara garda la tête haute, bien qu'à l'intérieur, elle s'effritait. Les fissures dans son cœur qui commençaient à peine à guérir s'élargissaient à chaque épaule froidement tournée, à chaque accusation chuchotée. Un après-midi pluvieux, elle trouva des mots grossiers peints à la bombe sur sa boîte aux lettres. Les mains tremblantes, elle les effaça avant que l'un de ses visiteurs ne puisse les voir, ses larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Cette nuit-là, elle craqua finalement. Quelle est mon erreur, sanglota-t-elle devant l'autel, son corps recroquevillé sur le sol comme un animal blessé. J'ai perdu tout le monde. Je t'ai perdu. Et maintenant, ils me prennent même ma dignité. Je ne veux pas vivre comme ça. La photographie resta silencieuse, le sourire figé de son mari n'offrant aucune solution. Clara se releva à genoux, joignant les paumes dans une prière désespérée. S'il vous plaît, murmura-t-elle, donnez-moi la force de continuer ou retirez-moi de ce monde pour que je sois avec ceux que j'ai perdus. Aucune réponse divine ne vint, seulement le battement régulier de la pluie contre le toit. Mais quelque chose se solidifia en Clara, une résolution née du plus profond de son chagrin. Elle ne leur permettrait pas de détruire cette seule chose qui donnait un sens à sa vie. Elle ne se plierait pas à leur cruauté. Le lendemain, elle ouvrit sa porte à midi, comme toujours. La nouvelle de ses prétendues activités s'était répandue dans la ville comme une traînée de poudre, et seulement 12 hommes vinrent. Certains, devenus des habitués, détournèrent le regard avec honte en mangeant, conscients des rumeurs mais trop affamés pour refuser sa générosité. Ce qu'ils disent de moi n'a pas d'importance, dit Clara à un vétéran âgé qui s'était excusé pour le comportement de la ville. Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas faim aujourd'hui. Et ainsi de suite. Clara Vinton, autrefois respectée en tant que jeune mariée, puis plainte en tant que jeune veuve, parcourait maintenant la ville en portant un poids plus lourd que le chagrin, le fardeau du faux jugement. Veuve, prostituée, l'appelaient-ils derrière leurs mains et les portes closes. La charité de son travail était tordue en quelque chose de sordide par des esprits avides de scandale. Chaque nuit, elle pleurait devant la photographie de son mari. Chaque matin, elle se levait pour cuire du pain et faire de la soupe. La guerre entre son cœur brisé et son esprit têtu faisait rage quotidiennement, aucun des deux camps ne voulant se rendre, jusqu'à la nuit où la plus violente tempête de la saison amena un visiteur inattendu à sa porte, un visiteur qui allait tout changer. Chapitre 2, Providence orageuse. La pluie tombait en torrents violents, transformant la rue tranquille en une rivière déchaînée. Un éclair déchira le ciel nocturne, illuminant l'élégante Bentley noire qui dérapait dangereusement sur la route inondée. À l'intérieur, Léo Carvé agrippait le volant, les jointures blanches, se maudissant d'avoir renvoyé son chauffeur plus tôt dans la soirée. « Allez » marmonna-t-il alors que le moteur toussait. La voiture fit encore un bond en avant de s'éteindre complètement,
le laissant en rade au milieu de la pire tempête que Cresthaven ait connue depuis des décennies. À 32 ans, Léo avait amassé le genre de fortune dont la plupart des hommes ne font que rêver. Sa société technologique, Carvé Solutions, avait révolutionné le stockage d'énergie renouvelable, le rendant non seulement riche mais puissant. Le magazine Time l'avait mis en couverture l'année dernière, le milliardaire avec une conscience. Mais ce soir, tout son argent et son influence ne signifiaient rien face à la fureur de la nature. Un autre éclair révéla une petite maison à proximité, la lumière de son Porsche brillant comme un phare à travers le déluge. Léo attrapa son téléphone et sa coûteuse veste en cuir, puis se prépara avant d'ouvrir la portière. Le vent faillit le renverser alors qu'il pataugeait dans l'eau jusqu'aux chevilles en direction de la maison. Le temps qu'il atteigne le Porsche, il était trempé jusqu'aux os, son costume sur mesure lui collant inconfortablement à la peau. L'eau coulait de ses cheveux sombres dans ses yeux alors qu'il frappait fermement à la porte. À l'intérieur, Clara Vinton sursauta au son. Les visiteurs ne venaient jamais après la tombée de la nuit, surtout pas par un temps pareil. Elle était agenouillée devant l'autel de son mari, comme chaque soir, ses prières interrompues par la violente tempête. Posant son chapelet, elle s'approcha prudemment de la porte. « Qui est-ce » appela-t-elle, une main reposant sur le verrou. « Je suis désolé de vous déranger » répondit une voix profonde. « Ma voiture est en panne. J'ai juste besoin d'utiliser un téléphone. » Clara hésita. Les rumeurs à son sujet avaient empiré chaque semaine. Que diraient les gens s'ils savaient qu'elle avait laissé un homme entrer chez elle la nuit? Mais le hurlement de la tempête prit la décision pour elle. Elle ne pouvait laisser personne dehors par un temps pareil. Un instant, dit-elle, allumant la lumière du Porsche avant d'ouvrir la porte. L'homme qui se tenait devant elle ressemblait plus à un chat noyé qu'à l'étranger dangereux qu'elle avait craint. Malgré ses vêtements de toute évidence coûteux, il semblait assez inoffensif, grand et mince, avec des yeux bienveillants qui montraient de l'embarras plutôt que de la menace. « Merci, » dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « Je suis Léo Carvé. Ma voiture s'est arrêtée à environ 50 mètres d'ici. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent légèrement en le reconnaissant. Même dans son deuil isolé, elle connaissait ce nom. Son visage avait été sur les magazines à la caisse de l'épicerie. Un PDG milliardaire, ruisselant sur son paillasson usé. « Entrez, s'il vous plaît, monsieur Carvé, » dit-elle en s'écartant. « Vous êtes complètement trempé. » Léo entra dans la modeste maison, immédiatement conscient de sa chaleur, non seulement en température mais en atmosphère. L'espace était simple mais impeccablement entretenu, avec des jetés crochetés à la main et l'odeur persistante de pain fraîchement cuit. « Je ne veux pas m'imposer, » dit-il, soudain conscient de la flaque qui se formait sous lui. « J'ai juste besoin d'appeler de l'aide. »« Personne ne viendra par ce temps, » répondit Clara de manière pragmatique. « Pas avant demain matin, au moins. Les routes sont très inondées dans ce coin de la ville. » Elle disparut brièvement dans une autre pièce, revenant avec une serviette propre et un ensemble de vêtements pour hommes. « Ça devrait vous aller. »« Ils sont. » Elle s'interrompit. « Ils sont propres. Vous pouvez vous changer dans la salle de bain au bout du couloir. » Léo accepta les articles avec une gratitude sincère. « Merci, mademoiselle. Vinton. »« Clara Vinton, » dit-elle. Elle n'ajouta pas veuve comme la ville l'avait conditionnée à le faire. Pour ce moment, avec cet étranger, elle était simplement Clara. « Merci, mademoiselle Vinton. Je n'oublierai pas votre gentillesse. » Quand Léo sortit de la salle de bain, vêtu de la simple chemise en flanelle et du jean que Clara lui avait fourni, il la trouva dans la cuisine, remuant quelque chose qui sentait divinement bon sur la cuisinière. « Je pensais que vous auriez peut-être faim, » dit-elle sans se retourner. « Ce n'est que de la soupe de légumes, mais elle est chaude. » Léo la regarda tranquillement, frappé par son profil dans la douce lumière de la cuisine. Elle était indéniablement belle, avec des traits délicats et une peau brune et lisse qui semblait rayonner de l'intérieur. Mais il y avait autre chose chez elle. Une dignité qui semblait en contradiction avec son humble environnement. Et en dessous, une profonde tristesse qu'elle portait dans la courbe de ses épaules. « C'est très gentil, » dit-il, prenant place à la petite table lorsqu'elle lui fit signe. « Je n'ai pas mangé de soupe maison depuis. » « Eh bien, probablement depuis mon enfance. » Clara posa un bol fumant devant lui, ainsi que d'épaisses tranches de pain frais. « Mangez pendant que c'est chaud, » dit-elle simplement, se tournant pour essuyer le comptoir déjà impeccable plutôt que de se joindre à lui. La soupe était délicieuse, simple mais parfaitement assaisonnée.
Léo mangea avec appréciation, surpris de sa faim. Dehors, le tonnerre grondait et la pluie martelait les fenêtres. Mais à l'intérieur de la cuisine de cet inconnu, il ressentit une paix inattendue. « C'est excellent, dit-il. »« Merci. » Clara hocha la tête, mais dit peu. Elle n'était plus habituée à la conversation ces jours-ci. Ses interactions quotidiennes consistaient à servir de la nourriture à des hommes qui la plaignaient trop ou la respectaient trop peu pour engager un véritable dialogue. « Vivez-vous à Cresthaven depuis longtemps » demanda Léo, essayant de combler le silence. « Toute ma vie » répondit-elle. « Mon mari et moi avons acheté cette maison après notre mariage. » Sa voix se cassa légèrement sur le mot « mari », mais elle se reprit rapidement. Léo remarqua le passé et l'alliance qu'elle portait toujours. « Je suis désolé pour votre perte » dit-il doucement. Quelque chose dans son ton, sincère plutôt que condescendant, fit que Clara croisa son regard pour la première fois. « Merci » dit-elle, les mots portant le poids d'une véritable gratitude. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent complètement, plongeant la maison dans l'obscurité. « Restez assis. » La voix calme de Clara s'éleva dans le noir. « J'ai des bougies. » Quelques instants plus tard, une allumette s'enflamma, et Clara se déplaça avec assurance dans la cuisine, allumant des bougies qu'elle plaça sur diverses surfaces. L'espace se transforma dans la lueur chaude, des ombres dansant sur les murs tandis que la tempête faisait rage dehors. « Je devrais vous laisser passer vos appels » dit Clara en posant une bougie sur la table. « Votre famille doit être inquiète. » Léo secoua la tête. « Pas de famille qui s'inquiète » répondit-il, se surprenant lui-même de cette confidence. « Juste un assistant qui profite probablement de sa soirée de congé loin de mes exigences. » Un coup de tonnerre particulièrement violent secoua la petite maison, faisant sursauter légèrement Clara. « Avez-vous peur des orages » demanda Léo. « Non, dit-elle doucement. Mais mon mari est mort par un temps comme celui-ci. Un accident de voiture sur Old Creek Road. Le pont était inondé, et... » Elle ne termina pas la phrase. Léo ressentit une pointe d'empathie. « Récemment » 2 jours après notre mariage, répondit Clara, sa voix stable malgré la douleur derrière ses mots. « Il y a 4 mois maintenant. » L'énormité de cette perte laissa Léo sans voix. Aucune platitude ne semblait adéquate. Alors que l'horloge sonnait 10 heures, Clara s'excusa brièvement. Léo resta seul dans la cuisine éclairée à la bougie, écoutant la tempête. Curieux de son hôtesse à la voix douce, il s'aventura dans le salon, où d'autres bougies brûlaient. Ses yeux furent attirés par un petit autel dans le coin. Une photographie encadrée d'un jeune homme souriant se tenait entouré de bougies et d'un chapelet. Des fleurs fraîches. De simples fleurs des champs, pas des arrangements coûteux, étaient déposées devant. Léo recula discrètement en entendant Clara revenir, mais pas avant d'en avoir compris davantage sur la femme qui l'avait accueillie. « Il y a une chambre d'amis à l'étage » dit Clara, apparaissant dans l'embrasure de la porte. « J'ai mis des draps propres sur le lit. La tempête ne faiblit pas et il ne serait pas prudent pour quiconque de conduire là-dedans. »« Vous en avez fait plus qu'assez » commença Léo, mais Clara secoua la tête. « S'il vous plaît, je m'inquiéterais toute la nuit si vous partiez par ce temps. » Plus tard, alors que Léo était allongé dans le lit étroit de la chambre d'amis, il écoutait la pluie marteler le toit. À travers le mur fin, il pouvait entendre des bruits d'où venant de la chambre de Clara, pas exactement des pleurs, mais la cadence indubitable de la prière, des murmures sincères parfois brisés par l'émotion. « J'essaie » l'entendit-il dire clairement lors d'une brève accalmie de la tempête. « Je ne sais pas si c'est assez, mais j'essaie de te rendre fier. » Quelque chose dans ces mots et la vulnérabilité brute derrière toucha profondément Léo. Dans son monde de salles de conseil d'administration et de décisions calculées, une émotion aussi sincère était rare. Il avait presque oublié qu'elle existait. Alors qu'il dérivait vers le sommeil, bercé par le rythme de la pluie et les prières murmurées de Clara, Léo Carvé, qui croyait aux données et à l'innovation plutôt qu'au destin, eut l'étrange sentiment que la panne de sa voiture n'avait pas du tout été un accident. Chapitre 3 – Fausse accusation. Le matin arriva avec une clarté douce après la fureur de la tempête. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux alors que Léo se réveillait dans le lit inconnu. Pendant un instant, il fut désorienté, avant de se souvenir des événements de la nuit précédente, sa voiture en panne et la gracieuse veuve qui lui avait montré une gentillesse inattendue. En bas, il trouva Clara déjà vêtue d'une simple robe bleue, ses cheveux sombres attachés en arrière alors qu'elle préparait un modeste petit déjeuner. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille,
apparemment pas surprise de le trouver à l'observer depuis l'embrasure de la porte. « Bonjour, dit-elle. J'espère que vous avez bien dormi malgré la tempête. »« Mieux que je ne l'ai fait depuis des mois, » admit honnêtement Léo. « Merci encore pour votre hospitalité. » Clara hocha la tête, posant une assiette d'œufs et de toast devant lui. « J'ai appelé le garage de Peterson ce matin. Il devrait être là d'ici une heure pour regarder votre voiture. » Léo mangea avec appréciation, remarquant que Clara ne prenait qu'une petite portion pour elle-même. Leur conversation resta légère, les dégâts de la tempête, les prévisions météorologiques, des sujets neutres qui ne nécessitaient aucun investissement émotionnel de leur part. Pourtant, Léo se surprenait à l'étudier quand elle ne regardait pas, intrigué par la contradiction qu'elle présentait, une femme portant un deuil profond, mais offrant une telle gentillesse sincère à un étranger. Le grondement d'une dépanneuse interrompit leur petit déjeuner. Dehors, deux mécaniciens en salopette tachée de graisse examinaient la Bentley inondée de Léo. « De l'eau dans l'admission, » dit le mécanicien plus âgé, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Nous allons devoir la remorquer au garage. Ça prendra probablement un jour ou deux à réparer, monsieur Carvey. » Léo hocha la tête, sortant son portefeuille. « C'est bon. Tout ce qu'il faudra. » Alors qu'il discutait des détails avec le mécanicien, Léo prit conscience de trois jeunes hommes appuyés contre une clôture de l'autre côté de la rue, observant avec un intérêt non dissimulé. Leur regard alternait entre sa voiture de luxe et Clara, qui se tenait dans l'embrasure de la porte. « Vous logez chez la veuve, hein » cria l'un d'eux assez fort pour que Léo l'entende. « Ça vous a coûté combien pour la nuit » Léo se tourna, les sourcils froncés. « Pardon » Le mécanicien sembla mal à l'aise, soudain très concentré sur son presse-papier. Le visage de Clara s'était figé. Ses yeux s'étaient baissés vers le sol. Le plus audacieux des jeunes hommes s'approcha nonchalamment. « Je demande juste quel est le tarif en ce moment. Tout le monde sait quel genre de charité elle offre. » Il fit des guillemets grossiers avec ses doigts autour du mot. « Ça suffit, Ethan, » marmonna le mécanicien. « Retourne à la facture. » Mais le jeune homme insista, sa voix baissant alors qu'il se penchait vers Léo. « Sérieusement, elle a la moitié des sans-abri de la ville qui lui rendent visite régulièrement. Une belle femme vivant seule, nourrissant des hommes étranges. On sait tout ce qui se passe vraiment. » Le sang monta au visage de Léo. « Vous devriez avoir honte de vous, » dit-il froidement. « Mademoiselle Vinton m'a offert un abri pendant une dangereuse tempête alors que ma voiture était en panne. Rien de plus. » Le jeune homme eut un sourire narquois. « Bien sûr, mec, comme vous voulez. » Il jeta un regard à Clara. « Je suppose que les riches ont une réduction, hein, Clara ?» Avant que Léo ne puisse répondre, Clara parla, sa voix calme mais ferme. « S'il vous plaît, finissez avec la voiture de monsieur Carvey. Il aura besoin d'être conduit à l'hôtel en ville. » Sur ce, elle se tourna et rentra à l'intérieur, sa dignité intacte. Malgré l'humiliation publique, Léo termina les arrangements pour sa voiture, l'esprit chamboulé par l'échange. Alors que le mécanicien se préparait à partir, Léo demanda nonchalamment, « C'était quoi, ça ?» Ces accusations. Le vieil homme soupira, jetant un coup d'œil vers la maison de Clara. Les ragots de la ville. Elle a commencé à nourrir les sans-abri après la mort de son mari. Elle le fait tous les jours. Certaines personnes ont transformé ça en quelque chose de laid. Il haussa les épaules. Les petites villes vivent de ragots, monsieur. Carvey et les jolies veuves sont des cibles faciles. Léo trouva Clara dans la cuisine, pétrissant méthodiquement de la pâte à pain avec plus de force que nécessaire. « J'ai réservé une chambre à l'hôtel local, » dit-il prudemment. « Merci encore pour votre gentillesse. » Clara hocha la tête sans lever les yeux, ses mains ne s'arrêtant jamais dans leur travail. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé dehors. Vous n'auriez pas dû entendre ça. »« Est-ce que c'est courant ?» demanda Léo, ce genre de propos. Sa main s'arrêta juste un instant. « Oui, mais ça n'a pas d'importance. »« Ça avait l'air d'avoir de l'importance pour vous, » insista Léo. Clara croisa enfin son regard, ses yeux sombres résolus malgré la douleur évidente qu'ils contenaient. « Ce qui importe, c'est qu'à la fin de chaque journée, j'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin. Le reste n'est que du bruit. » Quelque chose dans sa force tranquille remua profondément Léo. Cette femme, injustement calomniée, mais inébranlable dans son but, possédait une sorte d'intégrité qu'il rencontrait rarement. « Je devrais y aller, dit-il,
bien qu'il se sentît étrangement réticent. Le mécanicien attend. Clara le raccompagna jusqu'à la porte. « J'espère que votre voiture sera réparée rapidement, monsieur Carvey. » Sur une impulsion, Léo prit sa main. « Merci, Clara. Pas seulement pour l'abri, mais pour m'avoir rappelé que la gentillesse sincère existe encore. » Un léger sourire effleura ses lèvres, le premier qu'il voyait, avant qu'elle ne retire sa main. « Bon voyage. » Au Crest Avenue, Léo se trouva incapable de chasser les événements de la matinée de son esprit. Les accusations contre Clara semblaient ridicules après avoir passé une seule nuit sous son toit, mais le doute, une fois introduit, avait tendance à persister. Il appela son chef de la sécurité, un ancien agent du FBI nommé Victor, qui s'occupait des affaires personnelles nécessitant de la discrétion. « J'ai besoin d'informations sur quelqu'un, » expliqua Léo. « Une femme locale nommée Clara Vinton. Plus précisément, je dois savoir s'il y a une part de vérité dans les rumeurs sur sa profession. » « Vous envisagez quelqu'un pour un poste » demanda Victor. « Quelque chose comme ça, » répondit vaguement Léo. « Soyez discret. Elle ne doit pas savoir que vous vous renseignez. » 2 jours passèrent pendant que Léo attendait à la fois la réparation de sa voiture et les conclusions de Victor. Il profita de ce temps pour travailler à distance, bien que ses pensées dérivassent fréquemment vers la veuve aux yeux tristes et à la dignité inébranlable. Victor arriva en personne le 3e jour, se glissant dans la banquette en face de Léo au restaurant de l'hôtel. « Alors » demanda Léo en mettant de côté son ordinateur portable. Clara Vinton, 26 ans, orpheline à 7 ans, élevée par sa tante. Mariée à Nathan Sterling il y a 4 mois. Il est mort 2 jours plus tard dans un accident de voiture lors d'une crue soudaine. Victor fit glisser plusieurs photographies sur la table. Clara entrant dans une épicerie. Clara servant de la nourriture à des hommes visiblement sans abri. Clara agenouillée à l'église. Le travail caritatif est légitime, continua Victor. Elle nourrit entre 12 et 20 hommes par jour, tous vérifiés comme étant sans abri ou en difficulté financière. Plusieurs sont des vétérans. Je n'ai trouvé aucune preuve de prostitution ou d'inconduite. Léo ressentit une vague de soulagement, immédiatement suivie par la honte d'avoir douté d'elle. Il y a plus, ajouta Victor. La famille de son mari a contesté la police d'assurance, la laissant pratiquement sans le sou. Ses économies seront épuisées d'ici quelques semaines à son rythme de dépenses actuel, dont une grande partie sert à nourrir les autres. Il marqua une pause. C'est une femme remarquable, monsieur. Les rumeurs ne semblent être rien de plus que de la méchanceté de petite ville. Léo hocha lentement la tête, un mélange d'émotions bouillonnant en lui. Merci, Victor. Ce sera tout. Après le départ de Victor, Léo resta à table, fixant les photographies. Le visage de Clara dans chacune montrait la même détermination tranquille, le même chagrin à peine dissimulé. Quelque chose chez elle l'avait touché. Sa résilience, sa bonté, sa souffrance imméritée. Ce soir-là, lorsque le réceptionniste de l'hôtel mentionna une autre organisation caritative qui concurrençait les efforts de Clara, Léo se surprit à poser des questions désinvoltes sur sa réputation. La réponse du réceptionniste, un sourire entendu et des insinuations similaires à celles du jeune mécanicien, alluma en lui une colère inattendue. Avant de pouvoir reconsidérer, Léo se surprit à ajouter « J'aurai besoin d'une voiture pour me conduire à l'adresse de mademoiselle Vinton demain matin. Et trouvez-moi où je peux acheter les plus belles roses de la ville. » Choqué par sa propre impulsivité, mais incapable de résister à l'attirance pour Clara, Léo passa un dernier appel cette nuit-là à son assistant personnel, Simon. « J'ai besoin que vous rendiez visite à quelqu'un demain, » expliqua-t-il, une femme nommée Clara Vinton à Crest Avenue. Observez-la pendant la journée. Je veux savoir exactement ce qu'elle fait, qui elle est et comment elle est traitée. Est-ce une opportunité d'investissement potentiel, demanda Simon. Non, répondit honnêtement Léo. C'est personnel. Chapitre 4, le jardin sacré. Le rapport de Simon arriva le lendemain, confirmant tout ce que Victor avait découvert. La routine de Clara ne variait jamais, cuire du pain avant l'aube, préparer une grande marmite de soupe ou de ragoût, servir de la nourriture à ceux dans le besoin, nettoyer, puis passer ses soirées en prière solitaire. L'assistant l'avait vu refuser poliment mais fermement de l'argent d'un vétéran âgé qui avait insisté pour contribuer à sa gentillesse. C'est soit une sainte, soit l'actrice la plus convaincante que j'ai jamais vue, conclut Simon. Léo regarda par la fenêtre de l'hôtel, une émotion inconnue s'agitant en lui.
Dans son monde d'acquisition d'entreprises et d'innovation technologique, les gens voulaient toujours quelque chose de lui, son argent, son influence, ses relations. Clara Vinton ne voulait rien. Elle donnait librement bien qu'ayant peu, endurait la calomnie sans se défendre et portait son deuil avec une dignité tranquille. Pour la première fois depuis des années, Léo se sentit sincèrement ému par le caractère d'une autre personne. Le mécanicien livra sa Bentley réparée cet après-midi-là, avec une facture substantielle que Léo regarda à peine avant de payer. Son esprit était ailleurs, concentré sur le plan qui s'était formé pendant la nuit, un plan qui semblait à la fois impulsif et inévitable. Le lendemain matin, tout était arrangé. Léo traversa la place principale de Cresthaven, le coffre de sa voiture rempli de ses achats impulsifs. La ville bourdonnait d'activité. Un marché de producteurs occupait le centre de la place, attirant la plupart de la population locale. Parfait. Léo se gara près de la maison de Clara, surpris de sentir son cœur s'emballer. Lui qui avait fait des présentations devant des salles remplies d'investisseurs intimidants, qui avait négocié des accords de plusieurs milliards de dollars sans sourciller, se sentait nerveux à l'idée d'affronter à nouveau cette humble veuve. Le jardin avant de la petite maison de Clara était stérile, une parcelle d'herbes chétives et de terre nue qui témoignait de la négligence ou du manque de ressources. Il ne resterait pas stérile longtemps. Clara ouvrit la porte à son cou, la surprise traversant son visage avant qu'elle ne se reprenne. « Monsieur Carvey. Votre voiture a été réparée, je vois. »« Oui, merci, » dit Léo, se tenant maladroitement sur son Porsche, doutant soudain de son grand geste. « Je voulais vous remercier correctement pour votre gentillesse l'autre nuit. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit calmement Clara. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » répondit Léo avec certitude. « Il ne l'aurait pas fait. » Pas sans jugement ni attente. Il hésita, puis se lança. « J'ai quelque chose pour vous. Un cadeau. Mais vous devrez sortir pour le voir. » La curiosité l'emporta sur la réserve de Clara. Elle le suivit dans le jardin, s'arrêtant net à côté de sa voiture dont le coffre était ouvert, révélant des dizaines de conteneurs de plantes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Votre mari, » dit prudemment Léo, avait-il des espoirs ou des rêves pour cet endroit? L'expression de Clara s'adoucit, les souvenirs éclipsant brièvement sa prudence. Il voulait me construire un jardin. Un lieu de paix, comme il l'appelait, dit-elle, sa voix baissant. Nous avions des plans, mais nous n'avons jamais eu l'occasion. Léo hocha la tête, encouragé. J'aimerais créer ce jardin pour vous. Pour vous remercier, et peut-être pour vous aider à honorer sa mémoire. Clara fixa les plantes, des buissons fleuris, des arbres d'ornement, des vivaces éclatantes de couleurs. C'est trop. Je ne peux pas accepter un cadeau aussi extravagant. S'il vous plaît, dit Léo, surpris de voir à quel point son acceptation comptait soudainement. Laissez-moi faire cette seule chose. Sans aucune condition. Leurs regards se croisèrent, le sien cherchant des motivations cachées dans les siens. Ce qu'elle y vit dut la rassurer, car après un long moment, elle hocha lentement la tête. « J'ai des conditions, dit-elle. Vous n'embaucherez personne. Si nous faisons cela, nous le faisons nous-mêmes. Et rien de tape à accent graveleuil ou de chair qui distinguerait cette maison plus qu'elle ne l'est déjà. »« D'accord, » répondit Léo, soulagé. « Je dois vous avertir, cependant, je n'ai jamais rien planté de ma vie. » L'ombre d'un sourire effleura les lèvres de Clara. « Alors c'est une chance que ma tante m'ait tout appris sur le jardinage. » Ils travaillèrent toute la matinée, Léo suivant les instructions calmes de Clara alors qu'il préparait le sol et plaçait les plantes selon la vision que son mari avait partagée avec elle. Clara semblait s'animer en travaillant, ses mains sûres et capables dans la terre. De temps en temps, elle décrivait les plans de son mari pour des zones spécifiques, sa voix chaude d'un amour remémoré. « Il voulait des camélias ici », expliqua-t-elle en montrant un coin ensoleillé. Il disait qu'il lui rappelait moi, compliqué à cultiver, mais valant l'effort. Léo la regardait, une tache de terre sur la joue, plus animée qu'il ne l'avait vue auparavant. Il devait vous aimer beaucoup. Il m'aimait, dit simplement Clara. Plus que je ne le méritais. J'en doute, répondit Léo avant de pouvoir se retenir. À midi, les voisins avaient remarqué l'activité. Plusieurs passèrent lentement, regardant ouvertement la transformation et la présence inattendue du PDG milliardaire agenouillé dans le jardin de Clara. Des chuchotements et des doigts pointés suivirent, mais Clara semblait déterminée à les ignorer. Ils parleront de toute façon,
dit-elle à Léo alors qu'il fusillait du regard un groupe particulièrement évident de badauds. Laissez-les faire. Alors que le soleil atteignait son zénith, Clara insista pour préparer le déjeuner. Pendant qu'elle travaillait dans la cuisine, Léo continua de planter, poussé par un désir inhabituel d'accomplir cette seule chose parfaite pour elle. Un homme âgé s'arrêta au bord du jardin, regardant Léo travailler avec des yeux curieux. « Vous êtes ce type de la tech qu'on voit aux infos », dit-il finalement. « Qu'est-ce qui vous amène dans le jardin de Clara ?» Léo se redressa, essuyant la sueur de son front. « Elle m'a aidé pendant la tempête. Je lui rends l'appareil. » Le vieil homme hocha la tête pensivement. « C'est bon de voir quelqu'un être gentil avec elle pour une fois. Cette ville a été cruelle avec cette fille. » « À cause des rumeurs ?» demanda Léo. « Parce que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, » répondit l'homme. Une belle jeune femme choisissant la charité plutôt que l'amertume après une telle perte les déconcerte. Alors il crée une histoire qui donne un sens à sa bonté de la pire manière possible. Il secoua la tête. C'est honteux ce qu'ils ont fait à sa réputation. L'homme s'éloigna, laissant Léo réfléchir à ses paroles. Au moment où Clara revint avec des sandwichs et de la limonade, il avait fini de planter le dernier des arbustes à fleurs. Ils mangèrent en silence sur les marches de son porche, contemplant leur travail. Le jardin avait été transformé, non plus stérile mais rempli de promesses. Les plantes étaient encore petites, le design pas encore réalisé, mais le potentiel était évident. Ce sera magnifique quand tout aura poussé, dit doucement Clara. C'est déjà magnifique, répondit Léo. Bien qu'il ne regardât pas le jardin. Clara croisa son regard. Quelque chose de vulnérable vacilla dans ses yeux avant qu'elle ne détourne le regard. « Pourquoi faites-vous vraiment cela, monsieur Carvey ? Vous me connaissez à peine. » Le moment de vérité était arrivé plus soudainement que Léo ne s'y attendait. Il posa son verre et se tourna pour lui faire entièrement face. « Après être parti d'ici, j'en ai entendu plus sur les rumeurs, » commença-t-il prudemment. « Je vous ai fait faire l'objet d'une enquête. » Clara se raidit, son expression se fermant. « Vous ? Quoi ? » J'avais besoin de savoir s'il y avait une part de vérité dans ce que les gens disaient. Léo continua, sachant qu'il gérait mal la situation, mais incapable de s'arrêter. J'ai envoyé 2 personnes pour vérifier. Pour m'espionner, l'interrompit Clara, se levant brusquement. Pour vérifier si j'étais réellement une prostituée se faisant passer pour une veuve charitable. Clara, s'il vous plaît. Vous vous êtes assis dans ma maison, avez mangé la nourriture que j'ai préparée, accepté mon hospitalité, tout en me faisant enquêter comme une criminelle. Sa voix tremblait, non de larmes, mais de colère. Sortez. Léo se leva, tendant la main vers son bras. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai découvert. Je me fiche de ce que vous avez découvert. Clara se dégagea de son contact. Un jardin pousse de la confiance, pas des vérifications, monsieur Carvey. Vous avez peut-être vérifié mon caractère, mais vous n'y avez jamais cru. La vérité de ces paroles frappa Léo comme un coup physique. Dans son monde de données et de preuves, la confiance sans vérification semblait naïve. Pourtant, debout devant cette femme dont l'intégrité brillait comme un phare, il comprit soudain à quel point il s'était profondément trompé. Vous avez raison, admit-il. J'ai eu tort de douter de vous. Tort d'enquêter plutôt que de simplement croire ce que je voyais de mes propres yeux. Il fit un geste impuissant vers le jardin à moitié terminé. Je pensais que cela réparerait les choses. Que cela vous montrerait à quel point je... Il hésita. À quel point vous... Quoi, le défia Clara. Au lieu de répondre, Léo s'approcha et fit la chose la plus impulsive de sa vie soigneusement contrôlée. Il l'embrassa. Pendant un instant à couper le souffle, Clara ne se recula pas. Puis la réalité reprit le dessus. Elle recula, les yeux écarquillés de choc. « Épousez-moi » dit Léo, les mots sortant sans pensée consciente. « Laissez-moi vous donner la vie que vous méritez, loin de ces gens cruels et de leurs mensonges. » Clara le fixa comme s'il avait perdu la tête. « Vous ne pouvez pas être sérieux. »« Je n'ai jamais été plus sérieux » insista Léo, pris dans l'élan de ses propres émotions inattendues. « Venez avec moi sur la place de la ville, tout de suite. Laissez-moi l'annoncer à tout le monde. Laissez-moi leur montrer à quel point ils se sont trompés sur vous. »« Vous ne me connaissez même pas, » murmura Clara. « J'en sais assez, » rétorqua Léo. « Je sais que vous êtes gentille et forte,
et que vous souffrez injustement. Laissez-moi changer cela. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes, non de joie mais de déception. Vous ne comprenez toujours pas. Il ne s'agit pas de sauvetage ou de réputation. Vous ne pouvez pas régler ça avec de grands gestes ou des déclarations publiques. Elle regarda le jardin à moitié terminé, son expression s'adoucissant légèrement. Finissez de planter si vous le souhaitez. Je ne vous en empêcherai pas. Mais ensuite, s'il vous plaît, partez. Ne revenez pas tant que vous n'aurez pas compris la différence entre tester la valeur de quelqu'un et voir véritablement sa valeur. Avec une dignité tranquille, Clara se tourna et entra dans sa maison, fermant fermement la porte derrière elle. Léo resta seul au milieu des fleurs fraîchement plantées. La piqûre du rejet, étrangère et douloureuse. Pour la première fois de sa vie d'adulte, son argent, son pouvoir et son charme s'étaient révélés complètement inefficaces. Clara Vinton avait vu clair dans sa proposition impulsive, dans la pensée erronée qui la sous-tendait. Sa croyance que la vérification précédait la confiance, que les problèmes pouvaient être résolus avec des ressources suffisantes, que la douleur pouvait être effacée avec un geste assez grand. Alors qu'il rassemblait ses outils de jardinage, Léo réalisa qu'en essayant de sauver Clara du jugement de la ville, il l'avait jugée lui-même. L'avait vue comme un problème à résoudre, plutôt que comme une personne à comprendre. L'ironie ne lui échappa pas. S'éloignant de sa maison, passant devant les badauds curieux qui s'étaient rassemblés pour assister au drame qui se déroulait entre le célèbre milliardaire et la veuve notoire, Léo se fit une promesse silencieuse. Il reviendrait. Mais la prochaine fois, il viendrait avec quelque chose de plus précieux que des fleurs ou des propositions. Il viendrait avec une compréhension sincère. Chapitre 5, le défenseur public. 2 semaines s'écoulèrent sans contact entre Clara et Léo. Le jardin qu'il avait commencé s'épanouissait, entretenu régulièrement par les mains soigneuses de Clara chaque matin. Elle avait préservé le design exactement comme ils l'avaient planifié ensemble, bien qu'une partie d'elle ait voulu tout arracher après sa révélation. Les plantes, après tout, étaient innocentes du jugement mal avisé de leur bienfaiteur. Pour Léo, ces semaines avaient été remplies d'une introspection inhabituelle. Le rejet de Clara l'avait affecté plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il était retourné à son siège social en ville, se jetant dans le travail, tandis que ses pensées vagabondaient constamment vers la veuve aux principes inébranlables. Lorsque l'invitation pour le festival annuel de la moisson de Cresthaven arriva, Léo y vit une opportunité. Son entreprise envisageait la petite ville pour une nouvelle usine de fabrication de technologies vertes, un fait qui avait semblé auparavant sans rapport avec son intérêt personnel pour Clara. Maintenant, cela lui donnait une raison légitime de revenir. Le festival transforma la place de la ville de Cresthaven en une célébration de la culture locale. Des étals de fermiers exposaient les produits de l'automne, des artisans vendaient des produits faits main et des vendeurs de nourriture emplissaient l'air d'arômes alléchants. Sous la surface joyeuse, cependant, les hiérarchies sociales restaient fermement en place. Quand Léo arriva, il fut immédiatement entouré par l'élite autoproclamée de la ville, le maire, les propriétaires d'entreprises et d'autres citoyens influents désireux de courtiser les faveurs du milliardaire. M. Carvey, quel plaisir inattendu! S'extasia le maire Thompson, lui serrant la main avec enthousiasme. Nous avions entendu des rumeurs sur votre intérêt pour notre petite communauté, mais nous n'aurions jamais imaginé que vous assisteriez à notre humble festival. Léo sourit diplomatiquement, ses yeux balayant la foule. Cresthaven a un charme qui mérite d'être découvert de première main. J'envisage plusieurs sites pour une nouvelle installation, et le caractère de la communauté est important pour moi. Alors que le maire se lançait dans un discours enthousiaste sur les politiques favorables aux entreprises de la ville, Léo aperçut enfin Clara. Elle se tenait seule à un petit stand, exposant du pain fait maison, son isolement douloureusement évident au milieu de la foule animée. Même de loin, il pouvait voir les gens éviter largement son stand, les mères éloignant leurs enfants, les couples chuchotant derrière leurs mains levées. Point et nos citoyens incarnent les valeurs familiales traditionnelles, disait le maire. Des gens sains et travailleurs qui. Pas tous, apparemment. Léo l'interrompit en hochant la tête vers le stand de Clara. Je remarque que certains de vos citoyens semblent être ostracisés plutôt que célébrés. L'expression du maire se durcit. Ah, vous avez rencontré notre travailleuse caritative locale. Une situation malheureuse. Une jeune veuve avec, disons, des méthodes peu conventionnelles pour subvenir à ses besoins. Subvenir à ses besoins en nourrissant les affamés, vous voulez dire, dit froidement Léo. Eh bien, c'est l'histoire officielle, répondit le maire avec un sourire entendu. Entre gentilshommes sophistiqués,
nous comprenons comment ces choses fonctionnent. Belle femme, pas de moyens de subsistance visibles, des hommes qui vont et viennent à toute heure. Quelque chose se cassa à l'intérieur de Léo. Des semaines de frustration, de culpabilité et de désir inavoué se cristallisèrent en une juste colère. Mère Thompson, dit-il, sa voix portant clairement dans le silence soudain de la conversation autour d'eux. Je vous suggère de réfléchir très attentivement à vos prochains mots, car j'ai passé un temps considérable à vérifier le caractère de Madame Vinton, et je peux vous assurer qu'elle est la seule personne véritablement charitable que j'ai rencontrée dans votre ville. Le maire blêmit, soudain conscient de l'attention qu'ils attiraient. Monsieur Carvé, je ne voulais pas insinuer. Si, vous le vouliez, le coupa Léo. Et je me demande combien d'autres ont perpétué ces mensonges malveillants. Il éleva délibérément la voix. C'est peut-être le bon moment pour aborder la question publiquement, puisque tant de citoyens concernés sont présents. Le festival sembla se figer alors que Léo s'avançait au centre de la place, sa présence captant immédiatement l'attention. Des années de direction d'entreprise lui avaient appris à maîtriser une salle, ou dans ce cas, un rassemblement entier. Jean de Cresthaven, commença-t-il, sa voix se projetant sans effort. Je suis venu ici aujourd'hui pour évaluer si votre communauté mérite l'opportunité économique. Mon entreprise pourrait apporter des centaines d'emplois, des millions de recettes fiscales, des améliorations d'infrastructures. Des murmures parcoururent la foule. Le maire flottait anxieusement sur les bords, clairement partagé entre arrêter Léo et éviter d'offenser une perspective aussi précieuse. Ce que j'ai découvert, continua Léo, c'est une communauté qui se targue de valeurs tout en détruisant la réputation de son membre le plus vulnérable. Il fit un geste vers Clara, qui se tenait figée près de son stand, le visage un masque de choc. Clara Vinton a perdu son mari il y a 4 mois. Au lieu de s'effondrer dans le deuil, elle a choisi d'honorer sa mémoire en nourrissant ceux qui sont dans le besoin avec ses propres ressources limitées, ne demandant rien en retour. Il se tourna lentement, établissant un contact visuel avec divers habitants. Pour cet acte de charité authentique, vous l'avez récompensé par la calomnie. Vous l'avez traité de prostituée. Vous l'avez isolée. Vous avez transformé sa gentillesse en quelque chose de sordide. Sa voix se durcit. J'ai personnellement enquêté sur ces rumeurs et les ai trouvées totalement infondées. Chaque personne qui les a répétées est coupable de la plus cruelle des diffamations. Le silence était absolu. Certains visages montraient de la honte, d'autres du défi. Beaucoup étaient simplement choqués par la confrontation publique. Mon entreprise valorise l'intégrité par-dessus tout, déclara Léo. Je me demande maintenant si Cresthaven en possède la moindre. Écoutez-moi bien. Un homme corpulent en costume coûteux s'avança. Léo le reconnut comme étant Walter Preston, propriétaire de la plus grande entreprise de la ville. Vous ne pouvez pas venir dans notre ville et nous faire la morale sur la base de quelques jours de fréquentation avec cette femme. Cette femme, répondit Léo d'un ton égal, a montré plus de grâce sous la pression que n'importe qui sur cette place. Pendant que vous répandiez des saletés sur elle, elle continuait à nourrir les citoyens les plus nécessiteux de votre ville. Preston ricana. C'est bien pratique que vous, un riche étranger, débarquiez pour défendre la beauté de la ville. Nous savons tout ce que vous cherchez vraiment, Carvé. La même chose que tous ces sans-abri obtiennent gratuitement. Un silence dangereux suivit cette accusation. Léo s'approcha de Preston, sa voix baissant pour que seuls les plus proches puissent l'entendre. Mon entreprise était prête à investir 30 millions de dollars à Cresthaven. Considérez cet investissement comme sérieusement compromis à moins que des excuses publiques ne soient présentées à Mademoiselle Vinton, en commençant par vous. Le visage de Preston rougit de colère. Vous puniriez toute la ville pour cette femme? Sans hésitation, Léo confirma, oui. La confrontation avait attiré l'attention de tout le festival. Du coin de l'œil, Léo vit Clara rassembler tranquillement son pain invendu, se préparant à s'éclipser sans se faire remarquer. C'est du chantage, siffla Preston. Ce sont les conséquences, corrigea Léo. Quelque chose que les tyrans affrontent rarement. Le maire Thompson, sentant le désastre pour la ville, se précipita. Peut-être avons-nous été hâtifs dans nos jugements, suggéra-t-il à voix haute. Le travail caritatif de Mademoiselle Vinton est bien sûr louable. S'il y a eu des malentendus, nous devrions les aborder directement. Mais il était trop tard. Clara avait déjà disparu de son stand, s'éloignant du spectacle public. Léo ressentit la victoire creuse d'avoir défendu son honneur tout en méprisant complètement sa dignité.
Une fois de plus, il avait agi sur une impulsion plutôt que par compréhension, maniant le pouvoir au lieu de montrer un respect sincère. Alors que le festival reprenait maladroitement autour de lui, Léo se désengagea des officiels obséquieux et se dirigea vers la maison de Clara. Il devait s'expliquer, lui faire comprendre ses intentions, enfin faire les choses correctement. Clara attendait sur son porche quand il arriva, son expression indéchiffrable dans la lumière déclinante de l'après-midi. « Vous n'auriez pas dû faire ça, dit-elle doucement alors qu'ils s'approchaient. Ils avaient besoin d'entendre la vérité, répondit Léo. Vous vous battez pour mon honneur en utilisant les mêmes armes qu'ils utilisent contre moi, le pouvoir et l'intimidation, expliqua-t-elle. Le vrai respect ne peut pas être commandé, Léo. Il doit se mériter. L'utilisation de son prénom ne lui échappa pas. Malgré sa critique, quelque chose avait changé entre eux. Je voulais aider, dit-il simplement. Je sais. Les yeux de Clara s'adoucirent légèrement. Mais la prochaine fois, demandez-moi ce dont j'ai besoin au lieu de décider pour moi. La prochaine fois. Répéta Léo, un espoir inattendu montant en lui. Le quasi-sourire de Clara apparut brièvement. Peut-être. Mais pas encore. Alors que Léo se tournait pour partir, il remarqua le jardin qu'ils avaient planté ensemble. En seulement 2 semaines, il avait déjà commencé à s'épanouir, de nouvelles pousses tendant vers la lumière du soleil avec une détermination tranquille, comme Clara elle-même. Chapitre 6. Lettre sous la pluie. 3 semaines passèrent. Le jardin devant la maison de Clara continuait de prospérer, mais Clara elle-même n'avait pas vu Léo depuis le festival. Elle avait entendu des rumeurs, bien sûr. Cresthaven bruissait de la nouvelle que Carvé Solutions avait acheté un terrain à la périphérie de la ville, malgré les menaces antérieures de Léo de se retirer. La construction commencerait au printemps, apportant des emplois désespérément nécessaires à la communauté en difficulté. Les rumeurs sur Clara elle-même avaient quelque peu diminué suite à la défense publique de Léo. Les gens ne chuchotaient plus ouvertement à son passage, bien qu'elles sentent encore leur regard. Quelques-uns l'avaient même approché avec des excuses maladroites, leur sincérité discutable, mais leur peur de perdre une opportunité économique très réelle. Clara accepta ces changements avec la même dignité tranquille avec laquelle elle avait enduré la calomnie. Sa routine quotidienne restait inchangée, nourrir les nécessiteux, s'occuper de son jardin, honorer la mémoire de son mari par de petits actes de bonté. Pourtant, quelque chose avait changé en elle, un éveil subtil qu'elle hésitait à reconnaître. Elle pensait à Léo plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. La première lettre arriva un mardi, livrée par coursier plutôt que par la poste ordinaire. Clara faillit la retourner sans l'ouvrir, jusqu'à ce que la curiosité l'emporte sur sa prudence. À l'intérieur se trouvait une seule page de papier à lettres élégants, écrite à la main d'une écriture forte et décidée. Clara, j'ai rédigé cette lettre 17 fois, cherchant les mots parfaits. Il n'y en a pas. Au lieu de cela, je vous offre quelque chose que je n'ai jamais donné à personne, mon entière honnêteté. J'ai mal agi en enquêtant sur vous. Mal agi en vous proposant impulsivement. Mal agi en vous défendant publiquement sans votre consentement. Chaque fois, je croyais aider, mais en réalité, j'imposais ma volonté et ma vision du monde, les choses mêmes que vous avez dû endurer de la part de tout le monde. Vous méritez mieux. Si vous me le permettez, j'aimerais vous écrire, non pas pour persuader ou impressionner, mais pour partager le voyage que votre brève présence dans ma vie a inspiré. Vous avez changé quelque chose de fondamental en moi, et je découvre encore ce que cela signifie. Avec respect et admiration, Léo. Clara lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la plaça dans le tiroir de sa table de chevet. Elle ne répondit pas. La deuxième lettre arriva le lendemain. Clara, aujourd'hui, j'ai visité une soupe populaire en ville. Je suis passé devant des centaines de fois sans vraiment la voir. J'ai regardé les bénévoles servir repas après repas avec un soin sincère, et je me suis souvenu de la douceur de vos mains lorsque vous faisiez de même. Je n'ai pas seulement fait un chèque, bien que je l'ai fait aussi. Je suis resté et j'ai fait la vaisselle pendant 2 heures. L'eau était trop chaude, mon dos me faisait mal, et je ne me suis jamais senti aussi utile de ma vie. Quelque part entre la pile d'assiettes sales et mes doigts ridés, j'ai compris quelque chose sur votre choix quotidien de servir les autres malgré votre propre deuil. Il y a une rédemption dans ce genre de don. Pas les grands gestes publics auxquels je suis habitué, mais le genre silencieux et constant qui ne demande rien en retour. Merci pour cette leçon, Léo. Les lettres continuèrent d'arriver quotidiennement.
Certaines étaient de brèves observations sur sa journée, d'autres des réflexions plus profondes sur son passé et la personne qu'il essayait de devenir. Clara lisait chacune d'elles, les rangeant soigneusement dans son tiroir, sans répondre. Pourtant, elle se surprenait à les attendre avec impatience, ces aperçus de l'esprit et du cœur d'un homme si différent de tout ce qu'elle avait connu. Le 7e jour, aucune lettre n'arriva. Clara se dit qu'elle n'était pas déçue, que c'était mieux ainsi. Le soir, elle s'en était presque convaincue. Puis la pluie commença. Elle débuta doucement, un léger tapotement contre les fenêtres qui se transforma progressivement en une averse continue. Une réminiscence de la nuit où Léo était apparu pour la première fois à sa porte. Clara était assise près du sanctuaire de son mari, essayant de se concentrer sur ses prières, tandis que la tempête s'intensifiait. Un son sous la pluie attira son attention, pas des coups, mais une voix. Posant son chapelet, Clara se dirigea vers la fenêtre et regarda à travers la vitre striée de pluie. Léo se tenait dans son jardin, complètement exposé aux éléments, la pluie collant sa chemise coûteuse à son corps et ruisselant sur son visage. Dans ses mains, il tenait ce qui semblait être une pile de papier déjà en train de se désintégrer sous l'averse. Incrédule, Clara ouvrit sa porte d'entrée. « Léo, qu'est-ce que tu fais ?» Son sourire était visible même à travers le rideau de pluie. « Je te lis mes lettres, » cria-t-il en retour. « Celles que je n'ai pas pu me résoudre à envoyer. »« Tu es trempé. »« Rentre à l'intérieur, » insista Clara, l'inquiétude l'emportant sur sa prudence. Léo secoua la tête. « Pas avant que tu ne m'aies écouté. Celles-ci ne sont pas comme les autres, Clara. Ce sont les vérités que j'avais peur de te dire. » Il leva les papiers détrempés, plissant les yeux pour déchiffrer sa propre écriture à travers la pluie. « La première nuit où je t'ai rencontré, » commença-t-il, sa voix portant à travers l'averse, « je t'ai regardé prier. Je n'ai jamais cru en quoi que ce soit de la manière dont tu crois. J'ai envié cette certitude, cette foi. Ça m'a terrifié. » Clara se tenait transie sur le seuil, la pluie soufflant autour d'elle, tandis que Léo continuait, jetant les pages au fur et à mesure qu'elles devenaient trop mouillées pour être lues. « J'ai passé ma vie à construire des murs pour tenir les gens à l'écart. Le succès. La richesse. Le pouvoir. Ce n'étaient jamais des objectifs, juste des barrières pour me protéger d'être à nouveau abandonné. Puis toi, avec rien d'autre que ton deuil et ta gentillesse, tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. » Le tonnerre gronda au-dessus, ponctuant ces mots. Clara sentit des larmes se mêler aux gouttes de pluie sur ses joues, incapable de détourner le regard de cet homme qui se tenait exposé dans tous les sens du terme devant elle. « Le jour où tu m'as rejeté a été la première fois en 20 ans que quelqu'un m'a dit la vérité sur moi-même, » continua Léo, sa voix se brisant légèrement. « Tu as vu à travers toutes mes défenses. Toutes mes manipulations. Tu m'as fait affronter le vide que j'ai passé une vie à éviter. » Les papiers dans sa main s'étaient dissous en une masse détrempée. Il les laissa tomber, s'approchant de son porche. « Je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit, Clara. Pas le pardon. Pas l'acceptation. Certainement pas l'amour. J'avais juste besoin que tu saches que quoi qu'il arrive, tu m'as changé. Pour la première fois de ma vie, j'essaie d'être digne de la bonne opinion de quelqu'un, plutôt que de l'acheter. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Clara, désormais indiscernable de la pluie. Quelque chose se brisait en elle, les murs qu'elle avait construits pour protéger son deuil, pour garder les souvenirs de son mari sacré et intacts de nouvelles émotions. « Pourquoi fais-tu ça ?» murmura-t-elle, à peine audible au-dessus de la tempête. Léo se tenait maintenant au bas des marches de son porche, la pluie ruisselant de ses cheveux, son expression brute de vulnérabilité. « Parce que tu mérites la vérité. Parce que pour une fois dans ma vie, j'avais besoin de donner sans rien attendre en retour. » Clara se sentit trembler, submergée par des émotions qu'elle avait soigneusement contrôlées pendant des mois. Sans réfléchir, elle sortit sous la pluie, la laissant tremper sa simple robe, lavant les faux semblants en même temps que ses larmes. Ils se tenaient face à face sous l'averse, la barrière entre le porche et le jardin ne les séparant plus. Pendant un instant suspendu, aucun ne bougea. « J'ai lu chaque lettre, » admit Clara, sa voix stable malgré ses larmes. « Elles ont été la seule lumière de mes journées. » L'expression de Léo se transforma, l'espoir naissant à travers la pluie. « Clara. » Elle leva une main, ayant besoin de finir. « J'ai peur de ce que je ressens. Mon mari n'est parti que depuis 5 mois. Je porte sa bague. Je prie devant son sanctuaire.
Je tiens si fort à sa mémoire que j'ai parfois du mal à respirer. Et pourtant. Tu n'as pas à t'expliquer, dit doucement Léo. Je comprends le temps maintenant d'une manière que je n'avais jamais comprise auparavant. Comment il peut passer trop vite et trop lentement, tout à la fois? Comment la guérison ne peut être ni précipitée ni programmée? Clara hocha la tête, reconnaissante de sa compréhension. J'ai besoin de savoir que ce n'est pas juste du sauvetage ou de la fascination pour la veuve brisée. Que tu n'essaies pas de me sauver ou de me réparer. Je n'essaie pas de te sauver, répondit Léo, la pluie cascadant sur son visage. Tu t'es sauvé toi-même depuis le début. Je demande juste le privilège de me tenir à tes côtés pendant que tu le fais. Quelque chose changea dans le cœur de Clara, ne remplaçant pas son amour pour son mari mais créant un espace à côté. Pas une trahison, mais une possibilité. Elle tendit lentement la main et prit celle de Léo. Rentre, dit-elle doucement. Nous avons tous les deux besoin de nous sécher. Ils entrèrent dans sa maison, faisant goûter de l'eau sur les lames de plancher usées. Clara apporta des serviettes, la normalité domestique du geste créant un moment de calme dans la tempête émotionnelle qu'ils avaient traversée. Pendant que Léo séchait ses cheveux, Clara se dirigea vers le sanctuaire de son mari. La bougie y brûlait encore. Sa photo souriait toujours. Elle toucha doucement le cadre avant de se retourner vers Léo. « Je ne peux rien te promettre, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas ce que je ressens ni à quoi je suis prête. » Je ne demande pas de promesses, répondit Léo. Juste la permission de continuer à écrire, de continuer à te connaître. Le reste se fera en son temps, ou pas du tout. Clara le regarda pensivement, cet homme puissant humilié par la pluie et l'émotion, qui avait dépouillé son armure pour se tenir devant elle en vérité. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle sentit le plus léger frémissement de quelque chose comme l'espoir. « J'aime ça, dit-elle finalement. » Quand la tempête passa 1 heure plus tard, Clara raccompagna Léo à sa porte. Avant de partir, il se tourna vers elle, son expression solennelle. « Dans toutes mes lettres, il y a une chose que je n'ai jamais écrite, dit-il doucement. Je ne t'ai jamais dit que je suis en train de tomber amoureux de toi. Je ne voulais pas te charger de cette connaissance avant que tu ne sois prête à l'entendre. » Le souffle de Clara se coupa. Elle n'était pas prête. Pas à l'entendre. Pas à le lui rendre. Mais au lieu de la peur, elle ressentit une douce chaleur, comme le soleil perçant les nuages après un long hiver. « Merci pour ton honnêteté, murmura-t-elle, et pour ta patience. » Alors qu'elle fermait la porte derrière lui, Clara s'appuya contre elle, fermant les yeux. Pour la première fois depuis des mois, son cœur semblait plus léger que son deuil. Pas guéri, peut-être jamais complètement guéri, mais ne saignant plus à chaque battement. Elle retourna au sanctuaire de son mari et s'agenouilla devant. Mais ses prières cette nuit-là étaient différentes. Au lieu de demander pourquoi, elle se surprit à murmurer « merci ». Pourquoi, elle n'en était pas tout à fait sûre. Pour l'amour qu'elle avait connu, pour la force qu'elle avait trouvée, ou peut-être pour la possibilité d'un avenir qu'elle n'avait pas osé imaginer. Dehors, le jardin scintillait après la pluie, prêt à pousser sous la lumière du soleil qui suivrait sûrement. Chapitre 7. Le refuge caché. Un autre mois passa. L'automne s'approfondit en début d'hiver, apportant des nuits plus froides et des difficultés croissantes pour les sans-abri que Clara servait. Elle s'inquiétait pour plusieurs de ses habitués âgés, en particulier un vétéran du Vietnam nommé Roland, qui refusait de séjourner au refuge surpeuplé de la ville en raison de son grave SSPT. Ils ont besoin d'un meilleur endroit, dit Clara à Léo lors d'une de ses visites désormais régulières. Ils étaient assis dans son jardin, emmitouflés dans des vestes chaudes alors que l'air du soir devenait vif. Un endroit sûr avec des espaces privés pour ceux qui en ont besoin. « As-tu parlé au conseil municipal » demanda Léo, bien qu'il anticipe déjà sa réponse. Clara lui lança un regard ironique. « Ils sont à peine polis avec moi maintenant, malgré ton influence économique. De plus, le budget de la ville est très serré. » Léo hocha la tête pensivement, enregistrant ses paroles sans commentaire. Leur relation avait évolué en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, une amitié avant tout, fondée sur des valeurs partagées plutôt que sur une urgence romantique. Léo lui écrivait encore des lettres, bien que moins fréquemment maintenant qu'ils se parlaient en personne. Clara se sentait de plus en plus à l'aise en sa présence. Sa méfiance initiale cédant la place à une appréciation sincère de sa compagnie. Fidèle à sa parole, Léo n'exigea jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Il respectait le sanctuaire qu'elle entretenait toujours,
comprenait quand elle avait besoin de solitude et n'essaya plus jamais de résoudre ses problèmes sans son consentement. En retour, Clara s'ouvrit progressivement à la possibilité de tenir à lui, autorisant de petits contacts, sa main sur la sienne, leurs épaules se frôlant en marchant, ce qui aurait été impensable des mois auparavant. 3 jours après leur conversation sur les sans-abri, Clara reçut une visite inattendue du maire Thompson. Ses manières étaient guindées alors qu'il se tenait sur son porche, clairement mal à l'aise. « Mademoiselle Vinton, le conseil municipal examine une proposition pour une nouvelle installation sur la rue Elmwood », expliqua-t-il en lui tendant une enveloppe d'aspect officiel. En tant que partie prenante dans les questions relatives au service aux sans-abri, votre avis a été sollicité lors de la réunion de demain. Clara prit l'enveloppe avec surprise. Mon avis? Depuis quand le conseil apprécie-t-il mon opinion? Le maire s'éclaircit la gorge. La proposition vient d'un donateur anonyme. Cependant, compte tenu des récents développements, nous avons des raisons de croire que M. Carvé pourrait être impliqué. Après son départ, Clara ouvrit l'enveloppe pour y trouver des plans architecturaux pour un refuge complet et un centre de ressources, bien plus avancé que tout ce que Cresthaven pouvait se permettre. Des dortoirs individuels, des bureaux de conseil, des installations de formation professionnelle, une cuisine commerciale. C'était tout ce dont la population sans-abri de la ville avait désespérément besoin, et plus encore. C'était aussi exactement ce qu'elle avait décrit à Léo. La réaction immédiate de Clara fut complexe. La fierté luttait avec la gratitude, l'indépendance avec l'acceptation pratique d'une aide dont d'autres avaient réellement besoin. Au moment où elle attrapa son téléphone pour appeler Léo, elle s'était décidée pour une appréciation prudente, teintée de méfiance quant à ses méthodes. L'appel tomba directement sur la messagerie vocale, inhabituelle pour Léo, qui répondait toujours à ses appels, quelle que soit la réunion qu'elle pouvait interrompre. Le lendemain matin, Clara s'habilla soigneusement pour la réunion du conseil. Elle choisit une robe bleu marine simple mais professionnelle, une tenue qui déclarait qu'elle avait sa place dans ces salles malgré les chuchotements qui pourraient la suivre. La salle du conseil était bondée à son arrivée. De toute évidence, la nouvelle de la mystérieuse proposition s'était répandue. Clara prit place au fond, notant l'absence du seul visage qu'elle s'attendait à voir. Où était Léo? Le maire Thompson ouvrit la séance, expliquant la proposition qui leur était soumise, un refuge et un centre de ressources ultramodernes, entièrement financé par un bienfaiteur anonyme, qui demandait seulement qu'il soit nommé « l'espoir de Clara » en l'honneur de la citoyenne la plus compatissante de Cresthaven. Des murmures emplirent la salle alors que tous les yeux se tournaient vers Clara. Ses joues brûlèrent d'embarras d'être au centre de l'attention, mais elle garda la tête haute. Bien que le conseil apprécie cette offre généreuse, continua le maire, nous avons des inquiétudes concernant l'emplacement proposé. La rue Elmwood est une zone résidentielle et certains propriétaires s'inquiètent de la valeur de leur propriété. Un débat houleux s'ensuivit, plusieurs citoyens éminents s'opposant à l'emplacement du refuge, tandis que d'autres défendaient la proposition globale. Clara écoutait en silence, le cœur serré, réalisant que même avec un financement assuré, les préjugés pourraient empêcher le projet de se concrétiser. Lorsqu'on lui demanda de parler, Clara se leva avec une dignité tranquille. Ce refuge servira des personnes qui vivent déjà parmi nous, simplement sans mur ni toit, dit-elle simplement. Ils méritent d'être protégés du froid et d'avoir une chance de reconstruire leur vie. Je vous exhorte à approuver ce projet, qu'il porte mon nom ou non. Son bref discours suscita des applaudissements surprenants de la part de nombreux participants, mais le conseil resta divisé. Au moment où ils allaient voter, la porte s'ouvrit. Clara se tourna avec tout le monde, s'attendant à voir Léo faire une entrée spectaculaire. Au lieu de cela, un homme au visage buriné en uniforme de construction entra dans la salle, casquette à la main. « Pardonnez l'interruption, dit-il. Je suis le contremaître Mitchell du chantier de construction de Carvé Solutions. Nous avons été autorisés à témoigner sur la question du zonage. » Le maire fronça les sourcils. « Monsieur Carvé n'est pas présent lui-même? » « Monsieur Carvé est actuellement occupé par les travaux de fondation, » répondit le contremaître. « Il travaille aux côtés de notre équipe depuis l'aube. » Des chuchotements confus remplirent la salle. Le contremaître continua. « Notre entreprise a examiné les plans du refuge et peut confirmer qu'il respecte toutes les exigences du code. De plus, nous avons mené des études d'impact montrant aucun effet négatif sur la valeur des propriétés. Des projets similaires dans d'autres communautés ont en fait augmenté la valeur des propriétés adjacentes jusqu'à 15%. Vous voulez dire que M. Carvé travaille personnellement sur le chantier? Demanda une conseillère, incrédule. Oui, madame.
Depuis 3 jours, il mélange le ciment et pose lui-même les blocs de fondation. Il a dit qu'il voulait comprendre chaque aspect du projet. Clara s'éclipsa pendant la discussion qui s'ensuivit, l'esprit en ébullition. Plutôt que d'user de son pouvoir et de sa richesse depuis des salles de conseil, Léo construisait littéralement quelque chose de ses propres mains. Elle se rendit à l'adresse que le contremaître avait mentionnée, se garant au bord de ce qui semblait être un chantier de construction actif. Des ouvriers en casque se déplaçaient avec détermination autour de murs de fondation partiellement achevés, et là, au milieu de tout cela, se trouvait Léo Carvé. Ses vêtements de marque remplacés par un pantalon de travail et un simple t-shirt, ses mains couvertes de ciment, la sueur tachant sa chemise malgré la température fraîche. Il était méconnaissable du PDG tiré à 4 épingles qui avait frappé à sa porte pour la première fois, mais d'une certaine manière plus authentique qu'il ne l'avait jamais été. Clara observait en silence alors qu'il travaillait aux côtés d'hommes qui gagnaient en un mois ce qu'il gagnait en quelques minutes. Il n'y avait aucune condescendance dans ses manières, aucun sentiment qu'il considérait ce travail comme indigne de lui. Au contraire, il abordait chaque tâche avec un sérieux qui suggérait qu'il trouvait un sens dans le travail physique. Un ouvrier la remarqua et donna un coup de coude à Léo, qui leva les yeux, une trace de ciment sur une joue. Quand il vit Clara, il se figea un instant avant de poser ses outils et de se diriger vers elle, s'essuyant inefficacement les mains sur son pantalon. « Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu que tu l'apprennes, dit-il en l'atteignant. La réunion du conseil, dit Clara. Tu es derrière la proposition du refuge. Léo hocha la tête. Je voulais aider, mais je me suis souvenu de ce que tu avais dit sur le fait de demander ce dont tu avais besoin plutôt que de décider pour toi. Cette nuit-là dans ton jardin, tu m'as dit exactement ce qu'il fallait. J'ai juste fourni les ressources. Et le nom. L'espoir de Clara. Une rougeur, pas entièrement due à l'effort, colora son visage. Je voulais honorer ta vision, mais je peux le changer si tu préfères. Clara regarda au-delà de lui, vers les fondations naissantes. Tu fais le travail toi-même. J'avais besoin de comprendre ce que je demandais aux autres de construire, expliqua Léo. Chaque ampoule et chaque muscle endolori m'a appris quelque chose sur la valeur et l'effort. Il leva les mains, montrant des callosités se formant à côté des taches de ciment. Celle-ci me semble plus honnête que n'importe quel chèque que je pourrais signer. Quelque chose changea dans la perception que Clara avait de lui à ce moment-là. Ce n'était pas le grand geste d'un homme riche essayant de l'impressionner. C'était une participation sincère à la création de quelque chose de significatif. Le conseil ne l'a pas encore approuvé, dit-elle. Ils le feront, répondit Léo avec confiance. Non pas à cause de mon influence, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour la communauté. Mon équipe a présenté des données irréfutables sur les avantages. Il hésita, puis ajouta doucement, je n'ai pas assisté à la réunion parce que ça ne me concerne pas. Il s'agit du besoin que tu as identifié et de ta vision pour y répondre. Les yeux de Clara piquèrent de larmes inattendues. Tu as changé, dit-elle simplement. J'essaie, répondit-il. Après un moment de contemplation, Clara prit un casque de rechange sur une table voisine. Montre-moi ce que tu construis, dit-elle. Léo la guida à travers le site, expliquant les caractéristiques intégrées dans la conception, toutes basées sur des commentaires désinvoltes qu'elle avait faits sur les besoins de ceux qu'elle servait. Alors qu'il se tenait à regarder la structure émergente, un camion de ciment arriva pour la prochaine coulée. Je devrais retourner au travail, dit Léo avec un regret sincère dans la voix. Clara les surprit tous les deux en tendant la main pour essuyer la tache de ciment sur sa joue. Vas-y, dit-elle doucement. Construis quelque chose qui compte. Quand Léo retourna à la bétonnière, Clara ne partit pas. Au lieu de cela, elle trouva le contremaître et lui posa une simple question, comment puis-je aider? Le soir, sa simple robe bleu marine était ruinée, ses mains à vif, et elle ne s'était jamais sentie aussi connectée à un but ou à l'homme qui avait assez bien compris sa vision pour en faire une réalité. Alors qu'il nettoyait à la fin de la journée, Léo l'approcha, plans architecturaux à la main. Il y a quelque chose que je dois te demander, dit-il sérieusement. Clara se prépara, se demandant si ce moment se terminerait comme leur rencontre au jardin des mois auparavant. Au lieu de cela, Léo déroula le plan du refuge, montrant un bureau administratif. Voudrais-tu envisager de diriger cet endroit une fois qu'il sera construit? Personne ne comprend mieux les besoins que toi. Tu ne me fais pas ta demande cette fois? Demanda Clara, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Le rire de Léo était sincère. C'est une leçon que j'ai bien apprise.
Le timing est important et certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Son expression redevint sérieuse. Ce n'est pas une tentative de gagner ton cœur, Clara. C'est une reconnaissance de tes dons. Clara étudia les plans, imaginant les vies qui pourraient être transformées entre ces murs. Oui, dit-elle finalement. Je le ferai. Le sourire qui illumina le visage fatigué de Léo valait chaque muscle endolori de son corps. Alors qu'ils marchaient ensemble vers leur voiture, Clara se surprit à prendre sa main tachée de ciment dans la sienne. Certaines fondations, découvrait-elle, n'étaient pas seulement faites de béton, mais d'un but commun et d'une confiance grandissante. Chapitre 8. Nuit du souvenir. 6 mois s'étaient écoulés depuis la mort du mari de Clara. La date se profilait sur son calendrier comme un seuil sombre qu'elle redoutait de franchir. Une demi-année sans lui, assez longtemps pour que certains jours, elle ne se souvienne plus parfaitement du son de son rire, de la teinte exacte de ses yeux au soleil. Cette prise de conscience la terrifiait plus que le deuil lui-même. Léo remarqua son repli sur elle-même dans les jours précédant l'anniversaire. Ils avaient trouvé un rythme confortable au cours des semaines précédentes, travaillant ensemble sur le site du refuge pendant la journée, partageant souvent des repas simples chez elle le soir. Mais à l'approche de la date, Clara devint distante, déclinant ses invitations et écourtant leur conversation. « J'ai besoin d'un peu de temps seul », expliqua-t-elle quand il lui demanda si quelque chose n'allait pas, « cette semaine est difficile. » La compréhension se lut dans les yeux de Léo. « L'anniversaire, dit-il doucement. » Clara hocha la tête, incapable d'en dire plus. Comment pouvait-elle expliquer la complexité de ses émotions, la culpabilité qu'elle ressentait face à la chaleur grandissante qu'elle nourrissait pour Léo, la peur que d'avancer signifie laisser de précieux souvenirs derrière elle, la confusion d'un cœur qui guérit et se brise simultanément? « Je comprends », l'assura Léo, bien que ses yeux révèlent la peine que son retrait lui causait. « Prends tout le temps dont tu as besoin. » La nuit précédant l'anniversaire, Clara dormit à peine. Elle resta éveillée, fixant le plafond, se remémorant les jours brefs et magnifiques de son mariage et le moment dévastateur où des policiers étaient apparus à sa porte avec la nouvelle de l'accident. Le matin, ses yeux étaient rougis et son corps épuisé, mais elle s'habilla soigneusement de la simple robe noire qu'elle avait portée aux funérailles. Le cimetière était calme à son arrivée, la rosée du matin s'accrochant encore à l'herbe autour de la pierre tombale de son mari. Clara s'agenouilla sur le sol humide, plaçant des fleurs fraîches à côté de la stèle en granit. « Tu me manques », murmura-t-elle, traçant son nom gravé de doigts tremblants. « Chaque jour, tu me manques. » Pendant des heures, elle resta assise à côté de la tombe, parlant parfois doucement des mois qui s'étaient écoulés, parfois silencieuse avec ses souvenirs. Elle lui parla du jardin, du refuge en construction, de l'adoucissement progressif du jugement de la ville. Elle ne parla pas de Léo. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, Clara prit conscience de quelqu'un qui approchait. Elle se tourna, s'attendant à un gardien, et fut surprise de trouver Léo debout à une distance respectueuse. Dans ses bras, il portait un petit arbre en pot et ce qui semblait être un panier de pique-nique. « Je suis désolé de m'immiscer, » dit-il doucement. « Je peux partir si tu préfères être seule. » Clara aurait dû être agacée par l'interruption de son deuil privé. Au lieu de cela, elle ressentit un soulagement inattendu de sa présence. « Ça va, dit-elle. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Léo s'approcha lentement, posant les objets près de la pierre tombale. « Je viens ici chaque mois, » admit-il, pour lui rendre hommage et pour lui parler. Clara le regarda, confuse. Lui parler? Une rougeur colora les joues de Léo. Ça semble étrange, je sais. Mais je voulais sa bénédiction, d'une certaine manière, pour être dans ta vie. La révélation frappa profondément Clara. Tandis qu'elle s'inquiétait de trahir la mémoire de son mari, Léo l'honorait. C'est un érable japonais, expliqua Léo, désignant le petit arbre. Il symbolise la paix et la sérénité dans de nombreuses cultures. Il hésita, soudain incertain. J'ai pensé que nous pourrions le planter ici aujourd'hui. Quelque chose de vivant pour marquer sa mémoire. Clara toucha les feuilles délicates de l'érable, émue par la délicatesse du geste. Il aurait aimé ça, dit-elle doucement. Ensemble, ils préparèrent un emplacement près de la pierre tombale. Léo avait apporté les outils appropriés et ils travaillèrent dans un silence complice, creusant le trou et plantant soigneusement le jeune arbre. Une fois qu'il fut installé dans la terre, Clara s'assit sur ses talons, un sentiment de paix l'envahissant pour la première fois de la journée. « Merci », dit-elle simplement. Léo hocha la tête, puis fit un geste vers le panier.
J'ai apporté de la nourriture. Rien d'élaboré, juste du pain, du fromage, des fruits. Et des bougies pour plus tard, quand il fera nuit. Un pique-nique commémoratif, demanda Clara, surprise par la suggestion peu conventionnelle. Dans de nombreuses cultures, le souvenir inclut la célébration de la vie de la personne, pas seulement le deuil de son absence, expliqua Léo. Mais nous ne sommes pas obligés. C'était juste une idée. Clara réfléchit un instant, puis hocha la tête. J'aimerais bien, en fait. Il n'aurait pas voulu que je passe la journée en larmes. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils partagèrent le simple repas sur une couverture près de la tombe. Clara se surprit à parler plus librement de son mari, non seulement de sa mort, mais de sa vie, de ses rêves, des petits moments qui avaient constitué leur relation. Léo écoutait attentivement, posant des questions qui l'invitaient à partager des souvenirs heureux plutôt qu'à s'attarder sur la perte. Il semble être un homme extraordinaire, dit Léo alors que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux. Il l'était, acquiesça Clara. Pas parfait, mais parfait pour moi à ce moment de ma vie. Elle leva les yeux vers Léo, le voyant vraiment d'une manière qu'elle ne s'était pas autorisée auparavant. Il m'a appris à aimer sans condition ni attente. C'est une leçon que je porterai toujours. Le meilleur genre d'amour nous transforme, dit doucement Léo, même quand il se termine. Alors que l'obscurité tombait complètement, ils allumèrent les bougies que Léo avait apportées, créant un doux cercle de lumière autour de la tombe. Au-dessus d'eux, le ciel nocturne se dégagea, révélant une brillante canopée d'étoiles. « Regarde » dit soudain Léo en pointant vers le haut, une météorite. Clara suivit son geste juste à temps pour voir une traînée de lumière traverser le ciel. Puis une autre apparut, et une autre. « Je ne savais pas qu'il y avait une pluie de météorites ce soir, dit-elle avec émerveillement. Les Perséides, expliqua Léo. Elles se produisent chaque année à cette période. J'ai pensé que tu pourrais trouver cela significatif. La lumière apparaissant dans l'obscurité. Bref mais magnifique, comme son mariage, pensa Clara. Bref mais magnifique, illuminant sa vie de manière qui subsistait même après que la lumière se soit éteinte. Ils s'allongèrent sur la couverture, les épaules se touchant, en regardant le spectacle céleste. Le silence entre eux était désormais confortable, rempli d'une compréhension partagée plutôt que d'une tension gênante. J'ai eu peur, admit finalement Clara, sa voix à peine plus qu'un murmure. De quoi demanda doucement Léo. D'oublier. D'avancer. De ressentir à nouveau le bonheur. Elle tourna la tête pour le regarder, son profil illuminé par la lueur des bougies. J'ai eu peur de ce qui se passe entre nous. Léo resta silencieux, lui laissant l'espace de continuer à son propre rythme. Je n'arrêtais pas de penser qu'aimer quelqu'un de nouveau signifierait l'aimer moins. Qu'il n'y a qu'une place limitée dans un cœur, et que de nouveaux sentiments chasseraient les anciens. Et maintenant ? Demanda Léo, sa voix soigneusement neutre. Clara regarda une autre météorite traverser le ciel avant de répondre. Maintenant, je commence à comprendre que le cœur n'est pas fini. Il s'agrandit. Mon amour pour lui ne diminue pas parce que je pourrais tenir à quelqu'un d'autre. Elle sentit la main de Léo trouver la sienne dans l'obscurité, ses doigts chauds contre sa peau. Clara. Commença-t-il. Je ne suis pas prête, l'interrompit-elle en se tournant pour lui faire face. Pas pour des promesses ou des déclarations. Mais je n'ai plus peur. La compréhension inonda l'expression de Léo. Sans un mot, il leva sa main à ses lèvres, déposant un doux baiser sur ses phalanges, un geste de patience, d'acceptation, de profond respect pour son parcours. Pendant un instant à couper le souffle, alors qu'une autre météorite passait au-dessus, Clara se sentit se pencher vers lui, attirée par quelque chose qui semblait à la fois nouveau et familier. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre, son souffle chaud contre sa joue. Puis elle se recula, secouant légèrement la tête. « J'ai peur de ce que je ressens », murmura-t-elle. Au lieu de déception, le visage de Léo ne montra qu'une tendre compréhension. « J'attendrai aussi longtemps que tu en auras besoin, dit-il simplement. Ils restèrent sous les étoiles jusqu'à ce que la dernière bougie vacille, regardant les météorites et partageant des souvenirs. Les siens, de son mari, les siens, de son enfance, avant que la perte ne lui ait appris à construire des murs au lieu de ponts. Dans ces heures tranquilles à côté d'une tombe, avec la nuit fleurissant autour d'eux, quelque chose de profond changea entre eux. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était une possibilité, aussi brillante et prometteuse que les étoiles au-dessus. Quand ils remballèrent enfin les restes de leur pique-nique,
Clara s'arrêta pour toucher la pierre tombale une dernière fois. Merci, murmura-t-elle, bien que ce soit à son mari, à Léo ou à l'univers lui-même, elle n'en était pas tout à fait sûre. Le trajet de retour en ville fut paisible. Le deuil de Clara n'était pas effacé, mais en quelque sorte transformé, n'étant plus un poids qui menaçait de la noyer, mais un courant qui l'avait façonné en quelqu'un de plus fort, quelqu'un capable de surmonter les tempêtes et de trouver encore de la beauté dans les conséquences. À sa porte, Léo hésita. « Tu iras bien ce soir ?» Clara hocha la tête. « Mieux que ce que je m'attendais. » Elle scruta son visage à la lumière du porche. « Merci pour aujourd'hui. Peu de gens auraient compris ce dont j'avais besoin. J'apprends à écouter, dit Léo avec un petit sourire, à entendre ce qui n'est pas dit autant que ce qu'il est. » Alors qu'il se tournait pour partir, Clara l'appela « Léo ». Il se retourna, son expression ouverte et patiente. « Voudrais-tu passer demain ? Les plans du refuge ont besoin d'être examinés et j'aurais besoin de ton avis. » L'invitation était simple, pratique en surface, mais ils la reconnurent tous les deux pour ce qu'elle était. Un pas en avant. Une porte s'ouvrant juste assez pour laisser passer la lumière. « J'aimerais beaucoup, » répondit Léo. Clara le regarda s'éloigner en voiture, puis entra seule dans sa maison. Le sanctuaire de son mari se tenait toujours à sa place d'honneur, la bougie brûlait toujours. Mais pour la première fois, Clara ne sentit pas le poids écrasant du deuil solitaire en s'agenouillant devant. « Je pense que tu l'aurais aimé, » dit-elle doucement à la photographie. Dehors, une autre météorite traversa le ciel. Brève, brillante et belle, comme la vie elle-même, pensa Clara. Trop précieuse pour être gaspillée dans la peur. Chapitre 9. La tempête intérieure l'hiver s'installa sur Cresthaven, apportant avec lui un froid mordant qui s'infiltrait dans la petite maison de Clara malgré tous ses efforts. La vieille chaudière luttait contre la baisse des températures, ses plaintes cliquetantes remplissant les nuits calmes. « Tu devrais rester dans ma maison d'amis jusqu'à ce que ce soit réparé », insista Léo après une soirée particulièrement glaciale qui laissa des motifs de givre à l'intérieur de ses fenêtres. « L'entreprise de réparation ne peut pas venir avant la semaine prochaine. » Clara hésita. Leur relation s'était approfondie depuis la nuit au cimetière, 3 semaines auparavant, évoluant vers une camaraderie confortable remplie de repas partagés, de conversations significatives et de contacts occasionnels et timides, sa main sur le creux de son dos, sa tête reposant brièvement contre son épaule. Pourtant, elle avait maintenu son indépendance, gardant certaines limites fermement en place. « Ce n'est pas si grave, » insista-t-elle, bien que ses frissons démentent ses paroles. « Clara, » dit doucement Léo. « Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi, pour que tu ne développes pas d'hypothermie. » Sa formulation pratique de la situation, dépourvue de pression émotionnelle, la convainquit finalement. Le lendemain, Clara prépara un petit sac et laissa Léo la conduire à sa propriété à la périphérie de la ville, une maison étonnamment modeste pour les standards d'un milliardaire, bien que toujours beaucoup plus grande et plus luxueuse que tout ce que Clara avait connu. La maison d'amis est à travers le jardin, expliqua Léo en la menant le long d'un chemin de pierre, complètement séparé de la maison principale. Ton intimité est assurée. La maison d'amis s'avéra être un charmant cottage avec des équipements modernes dissimulés derrière une architecture traditionnelle. Un feu brûlait déjà dans le foyer en pierre, réchauffant l'espace confortable. C'est magnifique, admit Clara en posant son sac sur une chaise. Fais comme chez toi, dit Léo en se dirigeant vers la porte. Je serai dans la maison principale si tu as besoin de quoi que ce soit, mais sinon, je respecterai ton espace. Clara fut frappée par sa considération attentive, la façon dont il anticipait ses préoccupations sans qu'elle les exprime. Merci, dit-elle doucement. Vivre à proximité de Léo révéla des dimensions de lui que Clara n'avait pas vues auparavant. Elle observait sa routine matinale depuis la fenêtre de son cottage, une course matinale quel que soit le temps, suivie d'une méditation sur la pelouse couverte de givre. Elle fut témoin de son intensité concentrée lorsqu'il travaillait à distance, de sa douceur avec le vieux jardinier de la propriété, de son talent inattendu pour cuisiner des repas complexes qu'il envoyait souvent à son cottage par l'intermédiaire de la gouvernante. Ils établirent un rythme, des matinées séparées, des après-midi partagés à examiner l'avancement du refuge, des soirées souvent passées ensemble dans sa bibliothèque, à discuter de livres, d'idées, progressivement, de sujets plus personnels. Clara se détendit dans cette nouvelle dynamique, sa garde baissant progressivement à chaque jour qui passait. La 4e nuit, Clara fut réveillée par des voix provenant de la maison principale. Curieuse,
elle enroula une couverture autour de ses épaules et s'aventura sur son petit porche, d'où elle pouvait voir la lumière s'échapper des fenêtres du bureau de Léo. Une voix de femme, vive d'accusation, traversa l'air de la nuit. 20 ans, Léo? 20 ans sans un mot, et maintenant tu veux une relation? Clara savait qu'elle devrait retourner au lit, laisser à Léo l'intimité pour ce qui était clairement une confrontation personnelle. Pourtant, quelque chose la retint sur place, une curiosité inquiète, ou peut-être quelque chose de plus possessif qu'elle n'était pas prête à reconnaître. « Ce n'est pas moi qui t'ai contacté, mère, » répondit la voix de Léo, contrôlée mais tendue par l'émotion. « Tu m'as contacté après l'article de Forbes sur l'expansion de l'entreprise. Est-ce si difficile à croire que je puisse vouloir renouer avec mon fils? Tu as bien réussi. » « Oui, sans aucune aide de ta part, » répondit froidement Léo. « Pourquoi es-tu vraiment là? Le fonds en fiducie que mon père a laissé est épuisé, je suppose. » Clara grimaça à l'amertume de son ton, comprenant enfin des bribes de Léo qu'elle avait senties mais jamais totalement saisies, sa tendance initiale à tester plutôt qu'à faire confiance, sa volonté d'autosuffisance, la protection minutieuse de son propre cœur. On dirait lui. La femme lança d'un ton froid et calculateur, toujours à supposer le pire. Au moins, lui, il est resté, répliqua Léo, sa voix baissant à un niveau que Clara pouvait à peine entendre. Il n'a pas laissé un enfant de 7 ans se réveiller seul dans une maison vide. La conversation se poursuivit, devenant de plus en plus animée jusqu'à ce que Clara entende une porte claquer. Quelques minutes plus tard, une voiture élégante démarra en trombe dans l'allée, disparaissant dans la nuit. Clara retourna à son cottage, secouée par ce qu'elle avait surpris. Léo avait mentionné avoir été abandonné dans son enfance, mais entendre la preuve brute de cette blessure lui fit mal au cœur pour le garçon qu'il avait été. Le matin arriva avec de fortes chutes de neige qui recouvrirent la propriété d'un blanc immaculé. Clara s'aventura jusqu'à la maison principale, trouvant Léo dans la cuisine, fixant la fenêtre, une tasse de café froid oubliée à la main. « J'ai entendu des voix la nuit dernière, » dit-elle simplement, sans feindre l'ignorance. Léo ne se retourna pas, « Ma mère. » Après 20 ans de silence, elle s'intéresse soudainement à une relation. Ou plus exactement, à mes ressources. Clara vint se tenir à côté de lui, leurs épaules se touchant presque alors qu'il contemplait la neige. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » dit-il d'un ton neutre. « J'ai cessé d'avoir besoin d'elle il y a longtemps. »« Vraiment ?» demanda doucement Clara, « ou as-tu simplement cessé d'espérer ?» Léo la regarda enfin, la surprise traversant son visage face à sa perspicacité. « Peut-être les deux, » admit-il. « Elle est partie quand j'avais 7 ans. Pas d'avertissement, pas d'adieu, pas de coordonnées, juste partie un matin. Mon père s'est enterré dans le travail, a tout fourni sauf une présence émotionnelle. » Le rire de Léo n'avait aucune once d'humour. « Je suppose que j'ai hérité de cette tendance de sa part, résoudre les problèmes avec des ressources plutôt qu'avec une véritable connexion. »« Tu apprends, » dit doucement Clara en attrapant sa main. « Nous apprenons tous les deux. » Le contact sembla briser quelque chose en Léo. Il se tourna complètement vers elle, la vulnérabilité évidente sur chaque ligne de son visage. « Toute ma vie, j'ai mesuré l'amour des gens à ce qu'ils étaient prêts à sacrifier pour rester. C'est pourquoi je testais tout le monde, je m'attendais à la trahison, je gardais mes distances. Jusqu'à toi. Qu'est-ce qui a changé avec moi? » demanda Clara. « Tu avais toutes les raisons de te détourner, le deuil, la fierté, mes propres erreurs. Mais tu es restée. Présente, honnête, constante. » Sa voix baissa. « Tu m'as appris que le véritable amour ne se prouve pas par de grands gestes, mais par des choix quotidiens. Rester, pardonner, grandir. » L'honnêteté brute de ces paroles frappa profondément Clara. Sans réfléchir, elle se rapprocha, plaçant sa main contre sa joue. « Léo. » Une agitation soudaine les interrompit alors que la gouvernante fit irruption dans la cuisine. « Monsieur Carvet, la tempête a coupé le courant dans la moitié de la ville. Le chantier du refuge est inondé à cause de canalisations rompues. » L'instant fut brisé. Léo passa immédiatement en mode gestion de crise, passant des appels, organisant des équipes d'intervention. Clara recula, observant avec une nouvelle compréhension sa transformation d'homme vulnérable en leader décisif. Quelques heures plus tard, ils se tenaient ensemble dans le refuge partiellement construit, supervisant les réparations d'urgence. L'eau avait endommagé une partie des cloisons sèches et de l'isolation, mais les fondations restaient solides. « Nous devrons remplacer toute cette section, »
dit Léo au contremaître en montrant un mur détrempé. Un retard d'au moins une semaine, répondit l'homme d'un air sombre. Clara se plaça aux côtés de Léo alors que les ouvriers se dispersaient pour commencer le nettoyage. Je suis désolé pour le retard. Les bâtiments peuvent être réparés, dit Léo, sa main trouvant la sienne au milieu du chaos. Certaines choses valent la peine d'attendre. Le double sens n'échappa pas à Clara. Alors qu'il se tenait au milieu des dégâts, elle sentit une certitude se former en elle, non seulement sur l'achèvement éventuel du refuge, mais aussi sur sa propre disposition à embrasser ceux qui grandissaient entre eux. Ce soir-là, alors qu'il retournait à la propriété de Léo, épuisé et humide, Clara prit une décision. Au lieu de se diriger vers la maison d'amis, elle suivit Léo jusqu'à la maison principale. « Je ne veux pas être seule ce soir, dit-elle simplement. Quand il la regarda d'un air interrogateur, l'expression de Léo s'adoucit de compréhension. Moi non plus. Ils ne parlèrent pas d'amour cette nuit-là, mais alors qu'ils étaient assis devant le feu, partageant une conversation tranquille jusqu'à ce que l'épuisement les gagne, Clara sut que son cœur avait fait son choix. La tempête qui avait endommagé le refuge avait dissipé quelque chose en elle, la dernière barrière d'hésitation, la peur finale d'aller de l'avant. Alors qu'elle se retirait finalement dans la chambre d'amis, Clara s'arrêta sur le seuil. « Quand le refuge sera terminé, dit-elle doucement, je veux rentrer chez moi. » La déception traversa le visage de Léo avant qu'il ne se ressaisisse. « Bien sûr. Quand tu seras prête. »« Tu ne comprends pas, » continua Clara, sa voix stable malgré son cœur qui s'emballait. « Je veux rentrer chez moi, mais je ne veux pas y aller seule. » L'espoir qui naquit dans les yeux de Léo fut une réponse suffisante. Il y aurait du temps pour les mots demain. Mais ce soir, cette simple vérité suffisait. Ils avaient tous deux essuyé des tempêtes qui avaient failli les briser, et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ils avaient trouvé refuge l'un en l'autre. Chapitre 10, Retour à la maison. Le printemps arriva à Cresthaven, apportant avec lui un renouveau qui semblait refléter la transformation de la ville elle-même. Le refuge, officiellement nommé l'espoir de Clara, était presque achevé, sa présence changeant déjà l'attitude de la communauté envers ses membres les plus vulnérables. Clara en était devenue la directrice de facto, sa vision guidant chaque aspect de l'opération avec le soutien indéfectible de Léo. La maison de Clara avait été entièrement réparée après les dégâts de la tempête hivernale, bien qu'elle n'y soit pas encore retournée. Son séjour dans la maison d'amis de Léo s'était prolongé de jour en semaine, puis en mois, évoluant en un arrangement confortable qu'aucun des deux ne discutait directement, mais que tous deux chérissaient. Ils conservaient des espaces séparés tout en partageant la plupart de leurs heures d'éveil, un équilibre qui honorait le besoin d'indépendance de Clara tout en nourrissant leur connexion grandissante. Le jour du premier anniversaire de leur rencontre, un jour de pluie qui leur arracha à tous deux des sourires nostalgiques, Clara se tenait dans son bureau bientôt ouvert au refuge, arrangeant des photographies. L'une montrait son mari, son sourire figé pour l'éternité. À côté se trouvait maintenant un nouveau cadre contenant un cliché de Léo travaillant sur le chantier, de la poussière de ciment sur la joue, la détermination dans les yeux. Le passé et le présent, côte à côte, ne se faisant pas concurrence mais coexistant dans un cœur qui avait appris à s'élargir plutôt qu'à remplacer. Le son familier des pas de Léo attira son attention vers l'embrasure de la porte. Il s'y appuyait, l'observant avec une appréciation silencieuse. « Tout est prêt pour l'inauguration la semaine prochaine ?» demanda-t-il. Clara hocha la tête, désignant l'espace achevé autour d'elle. « Juste quelques finitions. C'est plus beau que je ne l'imaginais. » « C'est exactement ce que tu avais imaginé, » corrigea doucement Léo. « Je n'ai fait que fournir les ressources. »« Tu as fourni bien plus que ça, » répliqua Clara en s'approchant de lui. Leur relation s'était approfondie en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu, un partenariat bâti sur le respect mutuel, un objectif commun et une confiance soigneusement entretenue. L'affection physique s'était limitée à des contacts significatifs et à de tendres baisers occasionnels, tous deux comprenant que certains seuils ne devaient pas être franchis tant que des certitudes n'étaient pas établies. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Léo avec une nervosité inhabituelle dans la voix. « Si tu es libre ce soir. » Clara l'étudia avec curiosité. « Bien sûr. » En fin d'après-midi, ils roulaient sous une pluie de plus en plus forte, le temps faisant un écho étrange à la nuit de leur première rencontre. Clara regardait les gouttelettes dévaler la vitre, se souvenant de l'inconnu qui était apparu sur son seuil cette soirée orageuse. Comme il était différent de l'homme à côté d'elle maintenant, et pourtant fondamentalement le même dans tout ce qui comptait. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors que Léo s'engageait sur la route menant à sa maison. « Tu verras » répondit-il mystérieusement.
La pluie s'intensifia alors qu'il s'engageait dans son allée. Clara n'avait pas visité sa maison depuis près de 2 mois, bien qu'elle se soit arrangée pour qu'un voisin s'occupe du jardin qui s'épanouissait maintenant malgré l'averse. « On va être trempé », nota-t-elle alors que Léo se garait. Il sourit, attrapant un parapluie sur la banquette arrière. « Certaines choses valent la peine de se mouiller, tu ne crois pas ?» Ils coururent sous la pluie jusqu'à son porche, où Léo hésita. « C'est ta maison, dit-il sérieusement. Ta permission est importante. » Clara déverrouilla la porte, touchée par son respect continu de ses limites, même après tout ce qu'ils avaient partagé. À l'intérieur, la maison était impeccable, nettoyée et aérée. Récemment, réalisa-t-elle, bien qu'elle ne l'ait pas demandé. Par ici, dit Léo, la conduisant vers la porte arrière. Ils sortirent sur son porche arrière, à l'abri du plus gros de la pluie, mais avec une vue dégagée sur le jardin et la petite remise au-delà. Clara eut un léger hoquet de surprise. La remise avait été transformée. Son bois usé avait été remplacé par des planches neuves et robustes, son toit réparé, et un petit porche couvert avait été ajouté à l'avant. Une lumière brillait chaleureusement à travers sa fenêtre malgré l'après-midi gris. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en se tournant vers Léo. « Va voir » l'encouragea Théil, restant sur le porche alors qu'elle s'aventurait sous la pluie. Clara traversa le jardin, les gouttes de pluie trempant ses cheveux et ses vêtements malgré son pas pressé. À la porte de la remise, elle s'arrêta, puis la poussa. L'intérieur avait été entièrement rénové en un studio d'écriture minuscule mais parfait. Des étagères garnissaient un mur, un bureau confortable faisait face à la fenêtre donnant sur le jardin, et un petit poêle à bois procurait de la chaleur. Sur le bureau reposait un journal relié en cuir et une photographie encadrée, non pas de Léo ou même d'eux deux ensemble, mais de Clara servant de la nourriture aux sans-abri ce premier jour où Léo l'avait observé. « Tu as mentionné un jour que ton mari savait que tu avais toujours voulu écrire. » La voix de Léo venait de derrière elle. Il se tenait sur le seuil, la pluie dégoulinant de ses cheveux. « Que tu rêvais de consigner les histoires de ceux que tu aides, de donner une voix aux sans-voix. » Clara se tourna lentement, submergée par la prévenance du cadeau. « Tu t'en es souvenu. » Je l'ai mentionné une seule fois, il y a des mois. « Je me souviens de tout ce que tu me dis, Clara, » dit simplement Léo. « Surtout de tes rêves. » Elle se dirigea vers le bureau, passant ses doigts sur la douce couverture du journal. « C'est parfait. Merci. » Il y a plus, dit Léo, sa voix baissant légèrement. Il sortit une petite boîte en bois de sa poche. « Ce n'est pas ce que tu penses, » ajouta-t-il rapidement en voyant son expression. Clara prit la boîte avec des mains curieuses, l'ouvrant pour y trouver non pas une bague, mais une clé. Ancienne et belle, clairement faite sur mesure. « Qu'est-ce qu'elle ouvre » demanda-t-elle. Léo entra complètement dans le studio, fermant la porte pour les isoler de la tempête qui se renforçait. « Elle n'ouvre rien. Elle est symbolique. » Il prit une profonde inspiration. « Il y a 1 an aujourd'hui, je suis arrivé à ta porte, perdu de bien des manières, et pas seulement géographiquement. Tu m'as montré de la gentillesse alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Tu m'as défié quand j'avais besoin de vérité. Tu m'as appris la patience quand je voulais me précipiter. » Il désigna la clé dans sa paume. « Ceci représente ce que je t'offre. Pas la possession ou le contrôle, mais l'accès à ma vie, à mon cœur, à mon avenir. Complètement et sans réserve. » Clara fixa la clé, son poids soudainement significatif dans sa main. « Léo. Je ne te demande pas en mariage, » précisa-t-il. « Pas encore. Je sais mieux maintenant. » Un sourire effleura ses lèvres. « Mais je voulais marquer ce jour avec quelque chose de significatif. Te dire que, quand tu seras prête ce mois-ci, cette année, ou dans des années j'attendrai. » La pluie tambourinait régulièrement sur le nouveau toit au-dessus d'eux, créant un cocon de son qui semblait séparer cet instant du reste du monde. Clara leva les yeux vers Léo, voyant dans son regard le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, d'étrangers à amis réticents, jusqu'à quelque chose de profond que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. « Tu m'as demandé un jour de t'épouser sans me connaître, » dit-elle doucement. « Maintenant, tu me connais entièrement. Mon deuil, mes peurs, ma fierté tenace. L'offre tient-elle toujours ?» Le souffle de Léo se coupa visiblement. « Elle tient. » Avec une conviction plus profonde qu'auparavant. Clara combla la distance entre eux, sa main libre se levant pour toucher son visage humide de pluie. « Demande-moi encore, » murmura-t-elle. « Pas comme avant. »
comme maintenant. Avec la vérité entre nous. La compréhension naquit dans les yeux de Léo. Lentement, il prit sa main, celle qui tenait encore la clé symbolique, et la pressa entre les siennes. « Clara Vinton, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion évidente dans ses yeux. Je t'aime. Non pas comme un sauvetage, un défi ou un symbole, mais comme la femme extraordinaire que tu es. Me ferais-tu l'honneur de partager ta vie avec la mienne ?» Pour toute réponse, Clara combla la distance finale entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser. Contrairement à leurs précédents échanges prudents, celui-ci ne contenait aucune hésitation, aucune limite, seulement la certitude d'une décision pleinement prise. La clé symbolique pressée entre leurs mains jointes, Clara enroula ses bras autour du cou de Léo, l'attirant plus près. Il répondit avec une passion égale, des années de retenue patiente cédant la place à un abandon passionné. Ses mains s'emmêlèrent dans ses cheveux humides, bercèrent son visage, tracèrent la courbe de sa colonne vertébrale avec une fin respectueuse. « Oui », souffla Clara contre ses lèvres. « Oui. » La tempête s'intensifia autour de leur sanctuaire, mais aucun des deux ne le remarqua. Léo souleva Clara dans ses bras, son poids n'étant rien face à la force de son émotion. Il la pressa contre la bibliothèque, leur corps s'emboîtant parfaitement, leurs baisers s'approfondissant à chaque instant. Clara se sentit succomber à des sensations longtemps niées, la chaleur de sa peau sous ses mains exploratrices, la force solide de son corps contre le sien, le désir à peine contenu, évident dans chaque contact. Pour la première fois depuis la perte de son mari, elle se sentit pleinement vivante, chaque terminaison nerveuse éveillée à la possibilité plutôt qu'à la douleur. « Clara » murmura Léo contre sa gorge, son nom à la fois question et prière sur ses lèvres. « N'arrête pas » répondit-elle, ses mains guidant son visage vers le sien. « J'ai assez attendu. Nous avons tous les deux assez attendu. » La pluie cinglait les fenêtres alors qu'ils sombraient ensemble sur le sol, le petit tapis devant le poêle à bois devenant leur lit impromptu. Les vêtements cédèrent la place à l'exploration, l'inhibition aux besoins honnêtes. Clara s'émerveilla de la façon dont Léo la touchait, avec révérence, mais sans hésitation, comme s'il avait toujours connu son corps et pourtant le redécouvrait à chaque caresse. Leur union ne fut ni précipitée ni hésitante, mais un équilibre parfait de passion et de tendresse. La tempête à l'extérieur donnait le rythme et le contrepoint à leurs mouvements, l'approbation de la nature pour leur union. Quand Clara cria le nom de Léo, son dos se cambrant sous lui, le tonnerre sembla répondre en écho. Ensuite, ils restèrent enlacés sur le tapis, la pluie tambourinant toujours régulièrement sur le toit. Léo traçait de doux motifs sur l'épaule nue de Clara, son expression empreinte d'émerveillement et de contentement. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça à nouveau », admit doucement Clara, sa tête reposant sur sa poitrine. « Je pensais que cette partie de moi était morte avec lui. » « Rien de vraiment bon ne meurt jamais complètement, » répliqua Léo en déposant un baiser sur son front. « Ça attend juste d'être réveillé. » Ils restèrent dans leur sanctuaire privé alors que l'après-midi cédait la place au soir, parlant, se touchant, faisant des projets avec la confiance facile de ceux qui ont trouvé la certitude. Quand la pluie cessa enfin à la tombée de la nuit, ils se rhabillèrent à contre-cœur et sortirent dans un monde lavé et pur. L'air sentait le renouveau, la possibilité. Clara ferma la porte du studio derrière eux, la clé suspendue maintenant à une chaîne autour de son cou, à côté de son alliance précédente. Passé et présent, en harmonie plutôt qu'en conflit. « Où allons-nous maintenant » demanda Léo alors qu'ils traversaient le jardin main dans la main. Clara s'arrêta, se tournant pour faire face à la maison qu'elle avait maintenue à la fois comme foyer et mausolée pour son deuil. À travers la fenêtre, elle pouvait voir l'autel toujours entretenu dans le coin du salon, la bougie éteinte pour la première fois en un an. « À la maison » dit-elle simplement. Mais pas seule. Un mois plus tard, Clara se tenait devant la ville où elle avait autrefois été calomniée et rejetée. À ses côtés, Léo attendait avec une nervosité inhabituelle alors que le maire concluait son introduction. Et c'est donc avec un grand plaisir que j'inaugure officiellement l'espoir de Clara, un refuge qui transformera des vies dans notre communauté pour les générations à venir. Des applaudissements parcoururent la foule. Les mêmes citadins qui avaient autrefois chuchoté dans son dos se tenaient maintenant, admiratifs, devant la femme qu'ils avaient lésée. Clara s'avança pour couper le ruban de cérémonie, Léo à ses côtés, tandis que les flashs des appareils photo crépitaient pour immortaliser l'instant. Soudain, Léo se tourna vers Clara, s'agenouillant devant la foule stupéfaite. Un hoquet collectif s'éleva alors qu'il présentait une bague qui captait la lumière du soleil printanier dans un éclat éblouissant. « Clara Vinton » dit-il, sa voix portant clairement jusqu'aux quatre coins de l'assemblée, «
tu m'as appris un jour que le vrai respect ne se commande pas. Il doit se mériter. Il prit doucement sa main dans la sienne. J'ai essayé de mériter ta confiance, ton amitié, ton amour. Maintenant, devant toute la ville qui t'a jugé si durement, je te demande si tu me feras l'honneur extraordinaire de devenir ma femme. Clara baissa les yeux vers cet homme qui s'était transformé pour elle, puis vers la foule qui regardait, le souffle coupé. Les mêmes personnes qui l'avaient autrefois traité des pires noms assistaient maintenant à son triomphe. Le symbolisme ne lui échappa pas. Les larmes brillant dans ses yeux, Clara releva les hauts. Une demande en mariage en bonne et due forme mérite une réponse en bonne et due forme, dit-elle assez fort pour que tous l'entendent. Puis elle l'embrassa. Pas un petit baiser, mais une étreinte passionnée qui ne laissait aucun doute sur sa réponse. La foule éclata en acclamations et en applaudissements, une joie sincère remplaçant la malveillance qui avait autrefois défini leur attitude envers elle. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflé et souriant, Léo glissa la bague à son doigt, rejoignant la clé symbolique qu'elle portait toujours autour du cou. « Je t'aime », murmura-t-il à son oreille. « Par tous les temps, à travers toutes les saisons. » « Et je t'aime », répliqua Clara, sans hésitation dans sa voix ni dans son cœur, de m'avoir appris que les fins peuvent devenir des commencements, quand on est assez courageux pour ouvrir la porte. Au-dessus d'eux, les nuages s'écartèrent pour révéler un ciel bleu parfait, la bénédiction de la nature sur un amour forgé sous la pluie mais qui s'épanouirait au soleil. La veuve tristement célèbre et le PDG milliardaire avaient trouvé l'un en l'autre ce qu'aucun des deux n'avait osé espérer, non pas le sauvetage ou la rédemption, mais le partenariat, la passion et le courage de construire quelque chose de beau sur les cendres de leur douleur séparée. Leur histoire d'amour, comme le refuge qui portait le nom de Clara, témoignait du pouvoir des secondes chances et de la vérité que, parfois, les plus grands voyages commencent par un simple coup frappé à une porte pendant une tempête.